Bien, c'est l'heure, 14h30. Bon, bien, bonjour à toutes et à tous. Je tenais tout d'abord à remercier les membres du comité de pilotage du réseau plasma froid de m'avoir demandé de faire cette présentation concernant l'étude de plasma par sonde électrostatique. Au cours de cette présentation, je vous présenterai ce qu'il est possible de réaliser avec ce type de sonde, essentiellement les sondes de Langmuir, qui sont, comme vous pouvez le voir, utilisées largement, que ce soit dans des conditions naturelles, à bord de satellites, dans les plasmas d'hydrogène, pour la propulsion ionique, dans les plasmas micro-ondes et même dans les plasmas de fusion. Si on se réfère aux récentes publications, là, notamment Braithwaite a réalisé une compilation de d'une majeure partie des articles traitant de sondes de Langmuir au cours de ces dernières années. Et vous voyez que ce n'est pas du tout un diagnostic qui est en passe d'être supplanté par autre chose, mais qui continue à être largement étudié. Bien, donc ce diagnostic, pourquoi est-il si intéressant? Car en fait, c'est le seul quasiment à pouvoir réaliser des mesures locales et absolues de tous ces paramètres, à savoir les paramètres, alors, les potentiels du plasma, ainsi que le potentiel flottant, les densités d'espèces chargées dans le plasma, les électrons, les ions bien sûr, positifs et négatifs pour les ions, la température des électrons et dans certains cas celle des ions, et chose très importante, permet d'atteindre la fonction de distribution en énergie des électrons de façon expérimentale, de façon relativement simple. On peut même accéder à la vitesse et aux angles de dérive. Bien sûr, il y a des hypothèses sous-entendues pour ces mesures, à savoir pas de collision dans la gaine, et dans la majeure partie des cas, on verra qu'il est possible de s'en défaire, mais on suppose que la distribution des électrons est de Maxwell-Boltzmann. Il y a aussi comme hypothèse qu'il n'y ait pas à la surface de sonde d'émissions secondaires. Donc pour cela, on fera attention à ne pas aller trop haut en potentiel. Bien sûr, toutes les espèces chargées sont collectées et neutralisées, et la sonde doit être de petite dimension pour ne pas perturber le plasma. À ce propos, donc le sommaire de cette présentation sera ainsi. Oups. Je vais y arriver. Voilà. Je vous donnerai quelques indications sur la morphologie de la sonde. Ça me permettra de présenter concrètement ce que c'est qu'une sonde de Langmuir. Ensuite, j'aborderai assez brièvement les théories des gaines électrostatiques, car les espèces chargées collectées par la surface de la sonde le sont au travers d'une gaine. Donc il est absolument essentiel de savoir comment sont traduits en termes de théorie et les courants collectés par la sonde au travers de la gaine électrostatique qui se forme au voisinage de la sonde. Après, je traiterai des circuits de mesure nécessaires pour obtenir ces mesures. Ensuite, je vous présenterai comment obtenir de façon expérimentale la fonction de distribution en énergie des électrons. Et ensuite, je traiterai des cas comme les mesures en radiofréquence, 13,56 MHz, exact, pour être précis. Un bref aperçu de ce qu'il est possible de faire par photodétachement pour obtenir en plasma électronégatif la densité des ions négatifs et même, dans certains cas, leur température. Ensuite, je traiterai ce qui est intéressant, c'est-à-dire les plasmas pulsés, pour lesquels il est absolument nécessaire d'avoir au départ, avant toute mesure, d'avoir élaboré une stratégie de mesure particulière pour pouvoir traiter ces plasmas un peu particuliers. Et ensuite, j'évoquerai avec vous quelques exemples auxquels j'ai pu être amené de traiter lors de mes travaux de recherche, à savoir les plasmas ECR, donc à résonance cyclotronique électronique, donc micro-ondes basse pression, les plasmas pulsés, ce sera une illustration de la technique de mesure, les plasmas anisotropes et les plasmas discontinus, eux aussi un peu particuliers. Et bien sûr, je finirai cet exposé par une description des systèmes de mesure qui sont disponibles dans le commerce, mais aussi le système mutualisé du réseau plasma froid qu'il vous est possible d'obtenir en location pour faire ce type de mesure. Bien, et bien sans attendre, quelle doit être la dimension des sondes pour faire des mesures les meilleures possibles? À savoir une dimension la plus faible possible pour éviter de perturber le plasma, à savoir surtout les libres parcours moyens. Donc en fait, on a des systèmes
concrètement de sonde, une sonde est de diamètre relativement petit, quelques millimètres, et le fil de collection, si on utilise des sondes cylindriques, que quelques dixièmes de millimètre. Le diamètre du support lui aussi doit être petit, la résistance de mesure aussi faible, pour éviter de mettre un dipôle linéaire dans une mesure qui est, à savoir le plasma, absolument non linéaire, puisque vous verrez à la morphologie des courbes de sonde que le courant électronique est bien plus grand que le courant ionique, donc on a affaire à quelque chose qui est absolument non linéaire. Et bien sûr, quelques difficultés liées à l'utilisation de fils de faible diamètre, puisqu'on peut utiliser des fils de 100 microns, mais là, on se heurte à des problèmes concrets de mesure de longueur. Alors, quelques exemples. Ici, une sonde sphérique, donc à savoir qu'il y a relevé quelques avantages, notamment dans les plasmas anisotropes. On peut l'utiliser sans avoir de problème de théorie. Toutefois, on perd la résolution angulaire. Toutefois, ça peut être des systèmes très intéressants dans les plasmas anisotropes lorsqu'on ne sait pas d'où vient le faisceau ou d'où vient la perturbation. Ici, ce sont des mesures qui ont été faites dans les plasmas de propulsion électrique. Ici aussi, là, pour le satellite Déméter, c'était dans les plasmas naturels. Et bien sûr, on est généralement enclin à utiliser des géométries cylindriques. Oula, voilà, ça va un peu trop vite. Je vais revenir en arrière. Voilà, la souris un peu sensible. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on est dans des géométries cylindriques qui est facile de concevoir puisqu'un simple fil de tungstène. Alors, pourquoi le tungstène? Parce qu'il est très peu sensible à la pulvérisation et il résiste à de hautes températures. Lorsqu'on collecte beaucoup de courant, la sonde est amenée à être portée au rouge. Alors, bien sûr, ça doit être uniquement dans les phases de nettoyage et pas dans les phases de mesure. Ici, vous avez aussi un exemple de réalisation ici avec une sonde coudée pour le photodétachement notamment. Et vous voyez que les dimensions sont de très faibles valeurs, hein, quelques dizaines de microns pour le fil en tungstène. Alors, il est de mon devoir de vous avertir de la chose suivante. Ici, vous voyez, c'est barré en rouge, donc à surtout ne pas reproduire. Car si vous êtes convaincu à l'issue de cette présentation d'utiliser les sondes de Langmuir pour faire des mesures dans les plasmas, attention à la chose suivante. Vous allez pouvoir facilement réaliser la sonde avec un fil de tungstène dans de l'alumine pour l'isolant, ainsi la maintenir dans le plasma. Mais le problème, c'est que l'utilisation d'une alimentation de courant et de tension, n'est peut-être pas forcément adaptée à votre mesure. À savoir que si votre plasma est très dense, vous allez collecter pas mal de courant. Certaines fois, on est amené à collecter presque 1 ampère de courant. Dans ce cas-là, bien souvent, les alimentations qui font plus ou moins 100 volts ne peuvent pas débiter 100 watts. Et du coup, en fait, l'alimentation ne peut pas arriver à débiter suffisamment de courant. Donc, ce qu'on est amené à faire, malheureusement, c'est à réduire la longueur du fil de sonde de cette façon-là. Au lieu de le maintenir ici, le meilleur étant une longueur égale à 10 fois le diamètre. Et dans ce cas-là, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer le courant collecté, mais le problème est que la gaine qui va se former autour de cette petite longueur qui collecte les espèces chargées ne sera pas du tout cylindrique. Et nous le verrons quand je vais présenter les théories. Les critères de sélection sont en premier lieu la morphologie de la sonde, mais pas tant, c'est la morphologie de la gaine qui collecte les espèces. Or ici, on peut imaginer que la gaine qui va se former autour n'est plus du tout cylindrique, mais plutôt ovoïde ou d'une forme un peu bizarroïde. Et du coup, les théories ne s'appliqueront plus. Alors vous allez avoir effectivement fait une mesure de sonde, mais après le traitement va être compliqué, voire impossible à faire. Donc attention, dans ce cas-là, plutôt que de diminuer la longueur, diminuer le diamètre ou adapter votre alimentation à la mesure. Donc quand tout se passe bien, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ce genre de courbe. Alors ici, on la détaillera un petit peu plus tard. On obtient donc en fonction du potentiel appliqué à la surface de collection, on va obtenir un courant. Alors le courant qui est collecté par la sonde, lui, ne fait pas le distinguo entre les espèces chargées positivement et négativement. Et ça va être tout l'art de l'analyse de la courbe de sonde. Ici, on a une courbe de sonde cylindrique qui a cette morphologie particulière. Eh bien, ça va être à nous d'être capable d'extraire de cette courbe de sonde, I en fonction de V, les contributions des courants électroniques et ioniques, et ainsi d'obtenir la température et la densité de ces deux espèces. Donc ici, ça a été
une courbe obtenue par ce système, le système mutualisé du réseau, dans des plasmas très froids, puisqu'en fait l'excursion totale en potentiel va de moins 10 à 10. Alors ça, c'est quand tout se passe bien, et on a dans certains cas des cas un peu plus compliqués, comme ici, où là en fait on a placé le potentiel plasma à 0. On verra pourquoi cette étape est nécessaire. Le potentiel du plasma, lui, n'est absolument pas égal à 0. Il est de notre devoir à chaque fois de le placer artificiellement à 0 pour pouvoir faire l'analyse a posteriori de la courbe de sonde. Donc ici, si le Vp est à 0, vous voyez qu'on n'a plus du tout une décroissance de type exponentielle, mais plutôt des marches. Et ça, on le verra. C'est dû à quoi? C'est dû à un faisceau d'électrons. Donc vous voyez, juste à l'analyse morphologique de la courbe I de V, on est capable de dire, attention, dans le plasma, il y a un faisceau d'électrons. Ici, dans ce cas-là, ça c'est un cas compliqué parce que bien souvent le plasma n'est pas suffisamment dense, où on place la sonde dans des endroits qui sont difficiles à étudier, ou du moins dans lesquels il faut des sondes de beaucoup plus grande dimension. Hein. Dans certains cas, il ne faut pas hésiter à augmenter vraiment le diamètre du fil de sonde, même à passer à des barreaux. Moi, j'ai utilisé des barreaux de tungstène de 2 mm de diamètre dans les plasmas qui étaient très diffus. Donc dans ce cas-là, on a suffisamment de courant collecté et on n'a pas ce problème-là de difficulté à trouver en fait la zone de changement de courbure qui va définir le potentiel plasma. Donc là, attention à ce genre de choses. Et ici, un autre cas, lorsqu'on est perturbé par les fluctuations du plasma, alors c'est bien souvent le cas, et on va voir quels sont les types de filtres à mettre en œuvre. Donc maintenant, après avoir passé en revue quelques morphologies, aussi bien des courbes de sonde que l'on obtient quand tout va bien et dans certains cas particuliers, aussi, et pour la conception de la sonde, passons maintenant aux gaines électrostatiques. Alors, dans ce cas-là, je vous présente, sous l'hypothèse que la distribution est de Maxwell-Boltzmann, une courbe de sonde. Dans le cas, alors ça change un peu de tout à l'heure, on n'est plus dans un cas cylindrique, vous voyez que le courant ici collecté au-dessus de Vp à 0, ne dépend plus du potentiel. On est dans un cas de sonde plane qui ne dépend pas, le courant collecté ne dépend plus du potentiel appliqué. Dans ce cas-là, ici, on a la saturation électronique. Dans ce cas-là, on attire les espèces de charges opposées, c'est-à-dire les électrons, on est en potentiel positif. Ici, bien au-delà de Vf, alors le Vf est défini comment? Il est défini par la somme des courants collectés étant égale à 0. Eh bien, au-delà de Vf, on voit quoi? On voit qu'ici, en fait, là aussi, le courant ne dépend plus du potentiel appliqué. On a un courant arbitrairement compté négativement et qui est dû à la collection des ions positifs. Et entre-temps, entre ces deux potentiels, Vp est proche de Vf, on a une zone qui est la suivante avec une allure, on va dire, exponentielle, vous pouvez me croire. Si on est de Maxwell-Boltzmann, c'est le cas, une décroissance exponentielle. Alors, ce qui est intéressant aussi avec les sondes de Langmuir, c'est qu'il ne faut pas tant les voir comme quelque chose qui collecte, mais quelque chose qui empêche les espèces d'atteindre la surface. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette zone-là, entre ce potentiel et là? Eh ben, on va empêcher quoi? On va empêcher les espèces de charge, les espèces de charge négatives d'atteindre la surface de sonde. Pourquoi? Parce que le potentiel appliqué est négatif. C'est-à-dire qu'on va faire en fait un filtre en énergie dans cette zone-là. Et ainsi, un électron qui est très froid, lui va être facilement repoussé dès que le potentiel est un tout petit peu négatif, et ainsi de suite. C'est-à-dire que ici, si par exemple je polarise ma sonde à moins 10 volts, les électrons qui ont une énergie au-delà de 10 eV seront capables de contribuer au courant collecté. Tous ceux qui ont une énergie inférieure ne seront pas collectés et repoussés. C'est-à-dire qu'on a un filtre, et c'est pour ça que si jamais ici on a une marche, on est capable de dire immédiatement que le plasma contient un faisceau d'électrons, et en fonction de la raideur de la marche, on peut dire qu'il est c'est vraiment un faisceau ou juste quelque chose qui tend à amener une population d'électrons avec une énergie donnée avec une vitesse de dérive. Donc vous voyez que c'est rien qu'en utilisant ces propriétés de la sonde de sélection en énergie, on est capable de dire pas mal de choses. Alors maintenant, quelques équations liées à cette zone qui permet de faire une sélection en énergie des électrons. Eh bien, j'utilise tout simplement la relation de Boltzmann, qui est ici. Donc bien sûr, l'hypothèse étant que la distribution d'énergie d'électrons suit cette loi. On verra comment on peut facilement le vérifier.
cette condition, eh bien la relation de Maxwell-Boltzmann nous dit quoi? Nous donne en fait la densité d'électrons qui est capable de franchir la barrière de potentiel VE appliquée à la sonde. Alors arbitrairement, VE, ça devrait être VS moins VP. Mais VP, on peut le convenir, est déjà placé, du moins fixé à 0. Et du coup, c'est pour ça que je n'ai pas VS, V de sonde moins VP. Mais ça revient à ça, c'est la barrière de potentiel appliquée à la sonde. Le flux qui tombe sur la sonde, pourquoi est-il aléatoire? Alors aléatoire, c'est donné par le 1/4. C'est issu de la thermodynamique. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, dans ces zones de potentiel, l'énergie des électrons est comparable au potentiel qu'on applique. Donc en fait, on ne va pas modifier la façon dont les électrons sont collectés. On a non seulement l'hypothèse d'une distribution de Maxwell-Boltzmann, mais aussi une distribution isotrope. C'est-à-dire que je n'ai pas de sélection en direction dans mon plasma de la vitesse de déplacement des électrons. Et du coup, comme les potentiels de sélection et la distribution est a priori supposée isotrope, je dois utiliser une description de flux de type aléatoire. Donc j'ai un quart pour ce caractère aléatoire des électrons arrivant sur ma sonde. J'insiste pour les électrons d'énergie importante. Puisque dans mon plasma, on est dans le plasma hors équilibre thermodynamique, plasma froid, j'ai une population d'électrons qui est bien au-delà de la température des ions. Les ions sont a priori à quelques centaines de K. Dans certains cas de plasma à haute pression, comme les plasmas d'argon, on peut monter à 1500 K, mais c'est dans des conditions assez particulières, bien au-delà du thor et en plasma d'argon. On a des expériences comme ça. Dans les cas classiques, on est plutôt entre 400 et 800 K pour les ions et quelques EV pour les électrons. Donc on est bien dans des conditions de hors équilibre thermodynamique. Et du coup, pour obtenir mon flux, eh bien, donc, j'ai juste à multiplier la densité par la vitesse. Alors la vitesse est issue aussi de la distribution de Maxwell-Boltzmann. Là, j'ai utilisé la vitesse moyenne. Et ainsi, je peux facilement obtenir le courant collecté. Donc c'est toujours un quart issu de flux aléatoires, la surface de sonde, la charge élémentaire, la densité qui est donnée par ma relation de Maxwell-Boltzmann. Et j'ai ainsi facilement, avec une sonde de forme quelconque, pourvu qu'elle soit convexe, le courant qui est dû à la répulsion des électrons entre le VP et le VF. Cette relation peut être aussi obtenue en supposant une distribution, ici on retrouve la distribution de Maxwell-Boltzmann, et en intégrant les vitesses suivant les trois directions, Vx, Vy, Vz. Bien sûr, on est dans le cas d'une sonde plane, donc en fait j'ai une intégration juste sur Vz entre la vitesse minimum correspondant à l'énergie des ions des électrons qui peuvent franchir la barrière de potentiel, et dans les deux autres directions, je n'ai pas de sélection en vitesse. Donc là, les deux autres directions, Vy et Vz, sont de moins l'infini à plus l'infini. Et ainsi, voilà, donc si j'ai une distribution de Maxwell-Boltzmann qui est de ce type-là, je peux définir facilement ce courant que je viens de vous décrire entre Vp et Vf. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, dans cette zone-là, eh bien, il est aussi très facile d'obtenir le courant. Comment? Eh bien, en plaçant tout simplement dans ma relation Vs égale à 0, puisque c'est le cas. Hein. Ici, j'ai l'axe des potentiels et j'ai immédiatement le courant ici de saturation électronique pour une sonde plane, j'insiste. Et dans ce cas-là, alors si on regarde aussi un peu ce qui se passe dans la gaine, bien sûr, en termes de distribution des densités d'espèces chargées, pour les électrons, eh bien sûr, ils arrivent à atteindre la surface de sonde. En revanche, les ions, donc là, je suis dans un plasma qui n'est pas électronégatif. Il y a juste des ions positifs et du coup, j'ai bien sûr la séparation de charge dans la gaine. Je n'ai plus du tout d'ions positifs qui atteignent la surface de sonde puisque leur énergie est très faible par rapport au potentiel appliqué. Il suffit que je place juste un potentiel de 1 volt pour repousser toute la population d'ions qui est, je vous rappelle, d'énergie de quelques centaines de Kelvin. Et ici, donc, on définit la gaine où on a rupture d'électroneutralité. On n'est plus dans le plasma qui respecte l'électroneutralité, on est dans la gaine qui est de très très faible dimension. Dimensions, alors, qui peuvent être, je reviendrai après là-dessus, voilà, définies de la façon suivante, donc pour une sonde plane, avec le courant limite de Chai-Lang-Muir. Donc ici, vous reconnaissez la longueur de Debye qui dépend de la température et de la densité.
et ici la différence de potentiel entre la sonde et le potentiel plasma. Là, je n'ai pas supposé que Vp est égal à 0. Et la puissance 3/4, ça vient du courant de Childe-Langmuir. Ça, c'est dans les cas non collisionnels. Alors, aussi, si vous voulez faire des études de gain, il est absolument hors de question de faire ça avec une sonde de Langmuir. Je prends l'exemple d'une surface polarisée à quelques volts. La gain étant tellement fine, la sonde étant bien supérieure en dimension au gain qui se développe dans la partie de saturation électronique, vous allez absolument perturber la gain. La gain étant de l'ordre de quelques dixièmes de millimètre. Donc il est absolument hors de question de faire des études de gain. Alors je reviens ici dans la partie de saturation électronique. Alors ici on avait la gain. Et du coup il est facile de définir le courant. Alors je reprends ici, voilà. Donc là j'ai ma sonde plane, la sonde cylindrique et une sonde sphérique. Ça c'était pour vous indiquer qu'aussi en fonction non plus ici de la partie entre VP et VF, mais au-delà de VP, qui est défini comme le changement de courbure de la courbe de sonde, on a des allures différentes. Donc ça, bien sûr, on connaît notre sonde, donc on est capable de dire qu'on a utilisé soit une sonde plane, cylindrique ou sphérique. Mais vous voyez, la saturation électronique diffère de forme en fonction de la géométrie que vous utilisez. Donc pourquoi ? Parce qu'ici, la sonde plane, le courant collecté ne dépend plus du potentiel, comme on a l'a vu. Or, ici, pour une sonde cylindrique et sphérique, on va avoir une gaine qui se développe autour, et la gaine va, on va le voir, entraîner des mouvements particuliers de particules chargées qui vont être collectées au travers de la gaine, bien au-delà du rayon physique de la sonde. Je reviens ici pour ma sonde plane, AVP. Les équations qu'on a définies entre ce point-là et ce point-là sont valables bien sûr à celui-ci, et on peut ainsi facilement trouver le courant collecté AVP, qui est ici, indiqué par le trait rouge ici, et sachant qu'on a juste à faire une hypothèse sur la température des électrons, les plasmas avec lesquels on travaille, donc plasma froid hors équilibre thermodynamique, on peut supposer sans trop faire d'erreur que TE est voisin de quelques EV, mettons 2 EV. On a ainsi facilement, connaissant bien sûr la masse de l'électron, ce qui est facile, la constante de Boltzmann, on a une estimation facile en connaissant le courant collecté, la surface de sonde, de la densité du plasma, en connaissant juste le courant collecté ici. Bien sûr, l'hypothèse sous-entendue est que la distribution est de Maxwell-Boltzmann. Donc voilà, alors aussi un cas dans les cas collisionnels. Ici, on a pour les mesures de sonde un panel tellement large de publications et de travaux qu'on est capable de résoudre quasiment tous les cas. Il suffit juste d'identifier dans lequel cas on doit considérer. Ici, par exemple, si on est dans le cas collisionnel, on aura à cœur de changer avec cette équation-là, issue des travaux de Tichy, la valeur de la longueur de gaine, d'épaisseur de gaine, en fonction de ces paramètres-là. D étant le rapport du rayon de sonde sur la longueur de Debye. Donc aussi un point important dans notre mesure de sonde, pourquoi faut-il que la surface de sonde soit petite par rapport au plasma que l'on veut mesurer? Alors petit, ça veut dire quoi? Voilà, vous avez la relation ici, donc ça c'est la surface de l'objet qu'on va polariser par rapport à la surface S réacteur, c'est quoi? C'est la surface développée qui contient le réacteur. Alors ça veut dire par exemple pour un caisson dans lequel vous faites fonctionner un propulseur ionique, vous allez prendre en compte toute la surface développée de l'enceinte, donc qui fait généralement 4 mètres de long et 2 mètres de diamètre. Donc là, vous pouvez mettre des sondes de grande dimension sans avoir d'a priori. En revanche, dans le microplasma, là, ce n'est pas la peine, utilisez un autre diagnostic pour faire votre mesure. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Sans être dans les microplasmas, qui est un cas vraiment extrême, qu'est-ce qui va se passer? Ici, je représente en fonction de la distance le potentiel appliqué à ma surface. Si cette surface est trop importante, qu'est-ce qui va se passer? Le VP, le potentiel du plasma va réagir. Pourquoi? Il va réagir à cette perturbation qui va amener en fait à une perte énorme d'électrons du plasma. Et pour limiter cette perte, le plasma va réagir en augmentant la valeur de son potentiel. Et ainsi, en fait, on va être incapable de dépasser le potentiel du plasma, alors que c'est bien sûr ce que l'on veut pour aller jusqu'en saturation électronique. Et dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on utilise une sonde de petite dimension qui va être capable, elle, vous voyez, ce potentiel est supérieur à VP. Pourquoi? Parce qu'on a un objet de petite dimension par rapport aux surfaces qui contiennent le plasma. Donc vous voyez, ça, c'est pas un truc si anodin que ça, puisque c'est des travaux
publié par Escovitch en 2005. Donc maintenant, puisqu'on a traité le cas donc, dit exponentiel, là, on repousse les électrons, on a traité la partie ici de saturation électronique qui attire les électrons, on va traiter maintenant la partie ici de saturation ionique. Alors toujours dans mon plasma que je considère ici, on est avec une sonde plane et avec des ions uniquement positifs. Donc ici, je vais attirer, en mettant un potentiel très négatif, je vais attirer quoi? Les ions positifs, par exemple des Ar+. Alors là, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Notre plasma, notre gaine, pardon, va attirer certes les ions positifs, mais aussi être bien moins capable de repousser les autres espèces du plasma, à savoir les électrons. Pourquoi? Parce que les électrons, eux, ont des énergies voisines de quelques eV, même plusieurs dizaines d'eV dans certains cas. Et donc, on voit avec la distribution de Maxwell-Boltzmann que je vous ai présentée un petit peu avant, eh bien, on a une asymptote vers les hautes énergies. C'est-à-dire que, a priori, je peux avoir des électrons qui ont une énergie infinie. Et du coup, en fait, la gaine ionique, c'est toujours un mélange, certes faible, mais il en subsiste toujours d'électrons mélangés avec le courant d'ion. Et du coup, il est bien moins facile de décrire cette gaine. Alors, même si on utilise l'équation de Poisson, on a toujours avec l'équation de Boltzmann la variation de densité en fonction du potentiel appliqué. Ici, ben, on va faire quoi? On va repousser nos espèces de charges opposées, à savoir les électrons. On peut définir bien sûr les variations de densité en fonction de la position à la surface collectrice, la surface de sonde, et facilement dire que dans la gaine, comme je l'ai présenté tout à l'heure, on a une rupture de l'électroneutralité du plasma et on a bien sûr un Ni, densité d'ions positifs, qui est supérieure à la densité d'électrons, même si ceux-ci ont une énergie importante. Ce qui va imposer, et ça, ça permet de bien le définir, on impose à l'entrée de gaine une fameuse vitesse, qui est la fameuse vitesse dite acoustique ionique, ou vitesse de Bohm. Et ça, en fait, sans faire des hypothèses de stabilité de gaine qui sont assez difficiles à comprendre physiquement, eh bien, il suffit de faire le développement de ces deux relations au premier ordre. Ça a été fait dans le livre de M. Pelletier, pour obtenir concrètement et de façon mathématique rigoureuse la vitesse minimale avec laquelle vont faire quoi? Vont entrer les ions dans les gaines. Et ainsi, en fait, vous voyez que la description de cette gaine ionique est bien plus compliquée que la description de la gaine électronique, avec pour les ions une vitesse imposée à l'entrée de gaine, qui est donc la vitesse de Bohm ou vitesse acoustique ionique, qui est définie en fonction de la masse des ions, de la température des électrons. Ça, c'est parce qu'en fait, est dans la relation que la densité locale des ions doit être supérieure à la densité locale des électrons. Donc on a ce TE qui est dû à cette population d'électrons. Ce n'est pas une erreur. Du coup, cette vitesse donne un potentiel d'attraction. En fait, on va accélérer les ions dans une zone qu'on va appeler la pré-gaine. Et les ions, le courant collecté pour une sonde plane aura cette expression. Donc là, on perd le caractère aléatoire. Pourquoi? On a un flux dirigé, non plus un caractère aléatoire de la population d'électrons qui tombe sur la sonde, comme pour la gaine électronique. Pourquoi? Parce que les ions ont une énergie qui est très faible par rapport au courant, au potentiel qu'on va appliquer. Si on applique un potentiel de moins quelques volts à la sonde, on va immédiatement collecter de façon brutale les ions positifs sur la surface de sonde, de façon anisotrope. C'est pour ça qu'ici on perd ce 1 sur 4. Et j'ai gardé 1 sur 1 pour bien montrer que ici, je peux même vous le mettre avec un petit stylo, si j'y arrive, hop, voilà. Ici, attention, ce n'est pas une erreur non plus, c'est bien 1 sur 1. Et ici, en fait, le potentiel que j'applique ici, c'est le potentiel donné par la relation nécessitant une vitesse minimale d'entrée de gaine pour les ions. Et on a donc quelque chose qui est indépendant du potentiel et qui est en exponentielle moins 1,5. Et voici la description, cette fois, donc, de la gaine ionique. Vous voyez que c'est quelque chose de très différent de la gaine électronique. On retrouve le plasma ici. Donc là, c'est toujours la position par rapport à la surface de sonde qui est ici. Donc là, on a les variations de potentiel, ici, on a les variations de densité. Eh bien, ici, on est dans le plasma, électroneutralité respectée.
La gaine, toujours pareil, on a une séparation de charge, donc là on n'est plus dans un plasma. Et sur cette partie de gaine ionique, on a ce qu'on appelle une pré-gaine, dans laquelle en fait on respecte l'électroneutralité, mais on a une variation de la densité globale du plasma. Vous voyez que la description de cette gaine est bien plus compliquée à faire que la gaine électronique. Alors, pour décrire, maintenant quand je vous ai présenté les théories pour les sondes planes, pour les sondes d'autres qui ont une autre morphologie, à savoir cylindrique ou sphérique, eh bien, on va avoir, avec tous les travaux qui ont été faits jusqu'alors, des choix à faire. Alors, le choix principal est donné par ce critère qui est le rayon de sonde sur la longueur de baille. Le rayon de sonde, on peut facilement le mesurer avec un pied à coulisse. Et la longueur de baille, là, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, la longueur de baille, comme on a vu, s'exprime en fonction de la température et de la densité. Or, ce sont les valeurs que l'on veut mesurer avec notre sonde. Donc, en fait, on a ce problème qui est de devoir faire un choix avec des valeurs qu'on est censé mesurer. Donc pour ce cas-là, eh bien on fait quoi? On fait par itération. On va supposer une température et une densité. Alors on peut faire un petit peu moins poser un petit peu moins d'hypothèses en se disant que bon, la distribution est souvent maxwellienne. Si on prend une température de quelques EV, je vous ai montré comment on peut faire facilement une estimation de la densité du plasma AVP. Donc on peut limiter quand même le nombre d'hypothèses et pouvoir définir si la gaine est dite fine ou épaisse. Et ainsi, après, choisir telle ou telle théorie. Alors, s'opposent deux théories qui sont soit les théories orbitales ou radiales. Alors, dans ce cas-là, en fait, soit on suppose que, comme je vous l'ai dit, les particules ont un chemin jusqu'à la surface de sonde qui est orbitale dans la gaine. Ici, on est dans le plasma, ici, on est dans la gaine et dans la pré-gaine. Et en fait, ça orbite avant de tomber sur la sonde. Ou alors, ici, dans les théories radiales, on perd la vitesse tangentielle au profit de la vitesse radiale et les particules chargées tombent avec cette direction sur la surface de sonde. Alors, en fait, les deux théories s'affrontent. Pourquoi? Parce que c'est un peu historique. Ça, c'est plutôt les théories dites de Laframboise et OML. Et ça, c'est plutôt les théories ABR. En fait, personne et tout le monde a raison et tout le monde a tort, on peut dire. Pourquoi? Parce que ça, en fait, ça a été défini et mis en place pour des plasmas assez particuliers. Ça, c'est plutôt les plasmas denses qu'avait à traiter Laframboise. Et ça, c'est plutôt les plasmas de type radiofréquence, un petit peu moins denses en densité de plasma, densité de particules, mais à pression un petit peu plus élevée où en fait on avait un petit peu plus de collision dans l'après-gaine. Donc en fait il faut bien choisir sa théorie aussi en fonction de la gamme de pression, même si on est toujours a priori dans des mesures où il n'y a pas de collision dans la gaine. Donc dans la gaine, j'insiste, c'est vraiment la toute petite distance qui sépare la surface de sonde physique au plasma. Et donc voilà, sachant qu'on peut définir la valeur de ce critère, RS sur lambda D, s'il est inférieur à 3, a priori, on peut traiter la courbe de sonde en utilisant la théorie OML. Donc voici les expressions. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre avec quelques slides. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a, en fonction de telle ou telle théorie, alors ces expressions analytiques. Alors ici, c'est pour les théories de Laframboise. Alors analytique, données par ces publications, ou alors de façon bien moins facile d'utilisation, les ABAC. Ça, c'est ce qu'on avait il y a bien longtemps. Donc là, c'est bien compliqué à utiliser. Ou alors, voilà, on cherche des publications qui permettent de faire quoi? D'obtenir des expressions analytiques, c'est-à-dire, en fait, on a le courant que l'on collecte en fonction du potentiel, avec les paramètres ici qui sont donnés en fonction. Alors toujours, problème, c'est qu'on dans ces paramètres, on insère la température des électrons, ce qu'on cherche à mesurer, et la densité des ions à mesurer. Donc là, c'est toujours pareil, il faut faire des ajustements et des itérations pour tendre jusqu'à un ajustement de la théorie sur la courbe expérimentale. Et en fait, on est aussi amené à faire un critère de sélection en disant, voilà, cette théorie, est-ce qu'elle respecte le rapport RS sur lambda D? Et aussi, est-ce qu'elle s'ajuste bien sur une large gamme de potentiels? Et en fonction de son moins bon ajustement, eh bien, on sera amené à rejeter une théorie au profit d'une autre. Donc voilà, ça c'est une autre théorie. Donc là, pour les mouvements
de particules radiales, hein. On perd la vitesse tangentielle et les particules tombent sur la sonde avec des mouvements radiaux. Donc là, les équations étaient bien compliquées, hein, ces équations du second degré, différentielles du second degré, qui permettent de définir la densité jusqu'à la surface de sonde. Fort heureusement, on a des expressions aussi analytiques. Donc là, on a le choix en termes d'expressions analytiques pour faire des ajustements avec des courbes expérimentales. Alors, maintenant, on est capable de faire ces ajustements. Il reste quand même quelques difficultés à surmonter. À savoir que même si on a a priori bien choisi, on a fait des beaux ajustements entre courbes théoriques et courbes expérimentales, en faisant quelques petites approximations sur la distribution. On connaît les RS sur lambda d, donc tout va bien. Voilà. Il reste que, lorsqu'on a fait ces ajustements, on va pouvoir obtenir donc la température des électrons, la densité des espèces positives et négatives, à savoir les électrons et les ions. Or, malheureusement, bien souvent, on est amené à ce problème-là, c'est que la densité des ions est bien souvent, quasiment à chaque fois, supérieure à la densité des électrons. Alors pourquoi? Eh bien, c'est juste, comme je vous l'ai présenté, c'est que la gaine ionique est bien plus compliquée à traiter que la gaine électronique. Et du coup, avec les hypothèses sous-entendues par la vitesse de Bohm, etc., on a souvent, dans le meilleur des cas, NI qui est 1,5 fois supérieur à NE. Alors bien sûr, ce n'est pas lié à la présence d'espèces comme les ions négatifs, hein, puisque ça a aussi lieu dans les plasmas d'argon qui sont absolument exempts d'ions négatifs. Et du coup, le problème se pose, quel choix de densité prendre, NI ou NE? Eh bien, prenez donc celle qui vous arrange, mais celle qui va contribuer au procédé que vous êtes en train de traiter, à savoir souvent la densité des ions positifs. Pour ce faire, vous avez aussi ce type de référence qui traite, vous voyez, de façon, bon, ça date un peu, mais de ces problèmes de différence de densité entre les valeurs obtenues en ajustant des courbes expérimentales à des courbes théoriques pour obtenir la densité des ions et des électrons. Je vous présenterai au travers de cette présentation, avec l'utilisation de la fonction de distribution, une autre méthode pour obtenir la densité et la température des électrons, et même dans des cas où la fonction de distribution n'est pas maxwellienne. Aussi, un point important qui vous est amené à choisir, c'est la masse des ions. Parce que, par exemple, pour la vitesse de Bohm, eh bien, ok, il y a la température des électrons, bon, je suis capable de la trouver, mais la masse des ions, laquelle dois-je prendre? Puisque, par exemple, juste dans les plasmas d'hydrogène, eh bien, est-ce que c'est plutôt H+, H2+, ou H3+? Eh bien ça, il faut connaître, on va dire, son plasma, les conditions de fonctionnement, sachant que pour l'hydrogène, plus on est haut en pression, plus le H3+ sera majoritaire. Et dans l'autre cas, pour les plasmas bien plus compliqués, on a recours à une autre technique de mesure qui est la spectrométrie de masse pour avoir une répartition et ainsi définir une vitesse moyenne des ions positifs qui sont collectés pour pouvoir estimer de façon correcte la densité des ions. Alors bien sûr, ça sera la densité des ions sans discrimination, que ce soit CH4+, ou CH3+, bien sûr. Pour ça, il faut faire de la spectrométrie de masse résolue en énergie. Alors voilà, on est maintenant confronté, ou du moins on est plus à même de choisir quelle théorie, donc les théories par exemple de Bohm, ABR pour Allen, Boyd et Reynolds, ou alors ici de la framboise, sachant que le critère est bien souvent, comme vous le voyez ici, un RS sur lambda d. Et bien sûr ici, ça dépend de la géométrie de sonde que vous avez utilisée. Donc bien sûr, on utilisera plutôt des sondes planes pour faire des discriminations lorsqu'on est à même censé faire des mesures dans les plasmas avec des vitesses de dérive. Les sondes sphériques, lorsque on n'a pas d'idée d'où peut venir la perturbation et que la sonde cylindrique classique donne des marches, donc on est a priori confronté à des faisceaux. Et les sondes sphériques, les sondes cylindriques, bien sûr, sont celles qui sont plus facilement construites avec juste un fil de tungstène ou de tantale. Donc là maintenant, alors quelques petites modifications des théories que je viens de vous donner, alors sans retenir toutes ces expressions, c'est juste la modification du critère de Bohm en plasma électronégatif. Alors les modifications de ce critère qui donne, je vous le rappelle, la vitesse acoustique d'entrée de gaine des ions, eh bien, est assujettie au rapport de la température des électrons sur la température des ions. Et ça,
autant la densité des ions négatifs, je vais vous le montrer, on peut l'atteindre assez facilement avec du photodétachement laser. La température des ions négatifs est très difficile à obtenir. Donc bien souvent est liée à des hypothèses importantes ou à des moyens complexes de méthode, moyens expérimentaux complexes. Donc là, bon, même si on a les expressions qui permettent de modifier les théories, c'est souvent difficile de les appliquer. Alors, par exemple, là, ça c'est les courbes qui permettent de modifier donc, la valeur que l'on a appliquée lorsqu'on a traité la courbe de sonde plane où il y avait un exponentiel moins 1,5. Moins 1,5, c'était donné avec la vitesse acoustique d'entrée de gaine des ions dans la gaine ionique. Ici, on retrouve cette valeur de 0,5 qui est ici. Donc ici, lorsqu'on n'a pas du tout d'ions négatifs, lorsque le ratio tend vers 0. Donc là, on est dans les cas que l'on connaît, des plasmas classiques. Et ici, plus on augmente la densité d'ions négatifs par rapport à la densité d'électrons, plus ce coefficient est à modifier. Donc ici, vous voyez, on est entre 0,5 et on diminue jusqu'à 0,1. Alors ça, bien sûr, ça dépend de la température des électrons sur la température des ions qui est, comme je vous l'ai dit, compliqué à déterminer. Mais ici, si on en fixe une, vous voyez qu'en changeant cette valeur, donc attention, plus le plasma devient électronégatif, plus il va être nécessaire de prendre en compte cette composante importante dans le plasma pour utiliser la bonne théorie. Alors ici, quelques mots sur les mesures qu'il est possible de faire à haute pression. Alors généralement, on utilise les sondes électrostatiques pour des pressions voisines du millitorr, inférieures au pascal. Eh bien, on peut montrer qu'il est possible, alors comment lire ce diagramme. Ici, donc, on a la pression, donc de quelques millitorrs jusqu'à 10 torrs. Et ici, c'est la valeur des densités d'ions. Donc en fait, plusieurs théories s'affrontent. La théorie de la framboise, c'est celle qu'on a présentée. Donc les particules s'enroulent autour de la sonde, dans la prégaine avant d'être collectées. Et ici, c'est une théorie donc, donnée par Zakrzewski et Kopinski, Talbot et Tisha et Talbot et Chou. Donc vous voyez que les densités obtenues en fonction des théories sont vraiment très différentes. Et en fait, il faut comparer la bonne théorie à quoi? Eh bien à l'auto-interférométrie. Ça en fait c'est une mesure particulière de la densité d'électrons dans les plasmas à ondes de surface qui fait référence et qui ne dépend pas de collision dans la gaine. Donc ça on peut s'y fier. Donc l'auto-interférométrie étant la référence, on voit quoi? Eh bien que la framboise fonctionne assez bien jusqu'à quasiment 1 torr, donc ça c'est intéressant à savoir. Et qu'après bon, il faut prendre une autre théorie qui est celle de Zakrzewski et Kopinski. Et dans ce cas-là, en fait, on a eu un bon accord, j'ai contribué à cette publication, un bon accord en faisant quoi? En utilisant la bonne densité, la bonne température des ions. Et c'est dans ce cas-là, ça c'était des pressions, des plasmas d'argon, à 10 torrs, eh bien, la température des ions n'est plus de 800 K, de 1500 K. Et en utilisant cette bonne température, on a un très bon accord entre cette théorie et l'auto-interférométrie qui fait foi. Donc vous voyez, même au-delà du torr, on est capable de faire des mesures de sonde et ce, de façon fiable. Voilà, ça c'est les expressions qui permettent de prendre en compte quoi XI, c'est le nombre de collisions dans la gaine. Donc si elle est inférieure à 1 ou supérieure à 1. Et en fait, on a un coefficient qui compense quoi? Qui compense le courant de la framboise. Et ici, on reconnaît quoi? Le courant ABR. Donc là, je vous rappelle, ça c'est lorsque les espèces commencent à avoir quelques collisions dans la prégaine et on perd la vitesse tangentielle au profit de la vitesse radiale. Donc vous voyez, c'est bon, on va dire un petit peu de l'empirique, toujours les mesures à haute pression, mais jusqu'à quelques torrs, on va dire qu'on est capable de faire des bonnes mesures. Ici, vous avez quelques références de ces travaux-là. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les champs magnétiques? Donc on est toujours dans des distributions de Maxwell-Boltzmann, sauf que en plus, pour des raisons de fonctionnement du plasma, on peut être amené à mettre du champ magnétique pour limiter les pertes, par exemple, d'électrons à la paroi. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les électrons vont être perturbés. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'enrouler autour des lignes de champ. Et du coup, en fait, on va perdre du courant collecté. Si jamais la sonde, si j'ai un champ magnétique qui est comme ça, je représente les lignes de champ en B. Ici, alors il est facile, c'est facile parce que
il est homogène et dans la même direction, ben, les électrons vont tourner comme ça autour des lignes de champ. Donc si jamais je mets une sonde comme ça, parallèle aux lignes de champ, eh bien l'électron en fait va faire quoi? Va tourner autour de sa ligne de champ et quasiment ne jamais être collecté par la sonde. Donc bien sûr, il faut déjà orienter la sonde perpendiculairement. Donc là, je représente une sonde cylindrique, perpendiculairement à quoi? Aux lignes de champ, pour limiter les problèmes. Bien sûr, il faut être à même de corriger quand même cette anisotropie, parce que là, en fait, on est dans un plasma qui est absolument plus isotrope, mais bien anisotrope. Et bien là, on a recours aux théories, alors, soit de la framboise et de Rubinstein, qui donne quoi? Qui donne ce type de courbe. Alors là, on a le potentiel adimensionné, c'est-à-dire le potentiel que j'applique à ma sonde. Là, on est au-dessus de Vp, donc on est dans les zones de saturation électronique. Et ici, j'ai le courant adimensionné. Alors, qu'est-ce que j'ai ici en noir? J'ai la théorie OML. Ça, c'est quand tout se passe bien, sans champ magnétique. Et qu'est-ce qui se passe? Donc là, est représenté des faisceaux de courbes. Puisqu'en fait, ça donne lieu, tous ces travaux avec champ magnétique, à des corrections en fonction de l'avancée des travaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici un champ magnétique qui est constant, 40 Gauss. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'orientation relative entre la sonde et les lignes de champ magnétique ont été modifiées. Et on voit que ici, plus l'angle est faible et plus le courant est affecté. En fait, on est presque dans ce cas-là, on collecte bien moins de courant quand le champ magnétique et la sonde sont colinéaires. Et ici, quand on augmente cette valeur, eh bien, on retrouve une valeur importante du courant collecté. Alors, comment on va utiliser ces faisceaux de courbes? Eh bien, en fait, on a, lorsqu'on a du champ magnétique, à suivre cette courbe, par exemple, je prends celle-ci, cette courbe rouge, ici, et ensuite celle-ci. Les deux étant en fait des modifications de la théorie initiale. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que lorsqu'on est au-delà de cette valeur OML, eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le puits de potentiel électrostatique est suffisant pour arracher les électrons à leur ligne de champ. Et en fait, dans ce cas-là, quand on est ici, eh bien, on n'est plus perturbé par le champ magnétique. C'est-à-dire qu'ici, on doit utiliser les corrections données par ces théories-là lorsqu'on est à ces orientations de champ. En revanche, quand on a une orientation suffisamment perpendiculaire, eh bien, on n'a plus de perturbation du champ. Le potentiel électrostatique est suffisant pour arracher les électrons à leur ligne de champ. Donc on a ce type de théorie qu'il est aussi possible d'obtenir de façon analytique pour avoir la valeur de la densité de plasma, même en champ magnétique. Ou alors on a recours à ce type de coefficient, alors qui donne, alors ici, voilà, on n'a plus, voilà, on a des coefficients alors, qui sont donnés en fonction de l'orientation soit perpendiculaire, soit parallèle. Donc là, on a vraiment à traiter uniquement deux cas, et qui permettent de trouver quoi? Qui permettent de trouver en fonction de ces coefficients, donc soit ici on est perpendiculaire avec une valeur de sous-coefficient important, ou alors proche de 1, on a la possibilité de retrouver en fonction de la fonction de distribution ici. On va retrouver ça un petit peu plus tard dans l'exposé, comment on fait le lien entre courant collecté et fonction de distribution. On n'a plus la valeur de ce qu'on a sans champ magnétique, mais on a les possibilités de trouver avec ces coefficients-là, perpendiculaires et parallèles, la fonction de distribution et donc la densité des électrons. Donc deux théories s'affrontent. Soit les abacs de Rubinstein et la framboise, soit des coefficients de diffusion perpendiculaires et parallèles au champ magnétique. Donc là encore, on était à haute pression, on a des moyens d'obtenir des valeurs fiables à partir des courbes que l'on a mesurées à haute pression, ou ici dans les champs magnétiques, en tenant compte de cet effet du champ magnétique sur les particules chargées. Donc maintenant, comme on a traité ces cas ici un petit peu particuliers, on va maintenant passer au circuit de mesure. Comment allons-nous mettre en œuvre cette fameuse sonde électrostatique, donc le fil de tungstène avec au bout de son isolant placé dans le plasma, pour faire des mesures correctes de sonde? Alors tout simplement, le schéma de principe est relativement simple. On a un amplificateur de puissance qui est contrôlé par un ordinateur,
et le circuit de mesure est ainsi fait. L'électrode de mesure est placée ici. Ici, je vais représenter une sonde cylindrique. Et ce qui est important, c'est qu'il faut fermer absolument le circuit par ici une autre électrode. Alors ça peut être soit une électrode de référence, la paroi du réacteur, ou bien la terre. Alors ici, la résistance de mesure se fait par des amplificateurs opto-isolés. Donc ici, aux bornes d'une résistance de mesure, et ici, aux bornes d'un pont diviseur pour la tension appliquée. Alors bien sûr, si l'on utilise des résistances de mesure importantes, chose qu'il n'est pas conseillé de faire, on va avoir une chute de potentiel due à la présence de cette résistance de mesure qu'il est nécessaire de corriger. Donc vous voyez que le schéma est relativement simple. Alors après, ça c'est la base. Après, il faut quand même des raffinements puisque on va porter cette électrode de mesure à plusieurs dizaines de volts. Donc là, les cartes numériques sont il faut faire attention pour ne pas les abîmer et être capable de mesurer des très faibles courants parce que je vous le rappelle, la courbe de sonde a une très grande dynamique entre la partie ionique et la partie électronique dû au fait que les électrons sont bien plus mobiles que les ions qui sont eux très lourds et donc qui contribuent bien moindre au courant de sonde collecté. On peut avoir une très grande dynamique entre donc les courants ioniques et électroniques. Alors, le premier cas de circuit de mesure, celui sur lequel vous êtes certainement amené à travailler, est le suivant. On a une sonde cylindrique. Alors là, ce n'est pas une erreur. Ici, le double, je vais réutiliser mon stylo. Ici, si je mets double, oula, ça ne va pas marcher. Bon, tant pis. Si j'ai mis double puis simple, ce n'est pas une erreur. Pourquoi? Parce que ici, même si on donne ça comme étant des mesures de sonde simples, le circuit est constitué non seulement de la sonde de mesure, mais aussi de la, on va dire, contre-électrode. Donc dans ce cas-là, quand même pour finir mon transparent, c'est là où j'ai la plus grande richesse de mesures, à savoir que je peux obtenir le potentiel plasma flottant, la densité des électrons des ions, la température des électrons froids et des chauds si jamais j'en ai. Je vous rappelle, c'est à la forme un peu d'une marche, une vitesse de dérive et bien sûr la fonction de distribution en énergie des électrons. Alors, la mise en œuvre est simple, le coût est limité, mais voilà, la référence électrique doit être bonne. Alors, je vous donne quelques exemples. Par exemple, vous faites un plasma de dépôt. Donc, vous avez un réacteur qui est parfaitement propre et vous faites un dépôt de silice, SiO2. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir la sonde qui va être polluée. Mais ça, vous dites, bon, pas de problème, je mets beaucoup de courant, je polarise la sonde positivement à plusieurs dizaines de volts, 60 plus 70 volts par exemple. Et du coup, ma sonde va rougir et s'auto-nettoyer. Or, ce qui se passe, c'est que le dépôt va aussi être effectué, réalisé sur la paroi du réacteur. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais perdre? Eh bien, je vais perdre le circuit électrique, puisque ici, bon, même si la sonde peut être nettoyée, la paroi du réacteur, elle ne le sera pas. Et même si on rentre et on sort l'électrode de mesure avec un système comme une seringue ou comme un fusil harpon, eh bien la référence, elle sera de moins en moins bonne. Donc attention, dans ce cas-là, il faut aussi emmener sa référence. Et dans ce cas-là, alors ça représente la courbe qu'on dit courbe de sonde simple obtenue avec le schéma précédent. Donc là, je vais vous montrer comment, lorsqu'on obtient ce type de courbe, quelles sont les étapes successives à faire pour traiter, pour obtenir donc les potentiels plasma flottants et traiter les courbes. Donc là, la première chose est de prendre en compte la résistance de mesure. En faisant quoi? En ajustant la tension réelle appliquée à l'extrémité de sonde. Donc ici, la courbe de sonde brute est la bleue et celle corrigée en rouge. Donc on a un petit décalage qui va affecter, vous pouvez le voir ici, la valeur du potentiel plasma qui est, je vous rappelle, en fait le changement de concavité que l'on obtient comment? Voilà, en faisant la dérivée première de la courbe de sonde. Donc là, ça marche bien lorsqu'on a en fait un faible bruit sur la courbe I de V. Alors bien sûr, après, je vais vous présenter quels sont les types de filtres à utiliser, mais voilà, on est confronté dès la recherche du potentiel plasma à ces problèmes de bruit. Alors, bien sûr, là, je vous ai représenté la courbe de dérivée seconde. Bien sûr, le maximum de la dérivée première correspond au passage à zéro de la dérivée seconde. Et dans ce cas-là, on peut voir, si on a bien un bon œil, que là, en fait, cette courbe de sonde
possède, ou du moins dans le plasma, il y a certainement des électrons un peu chauds, puisqu'en fait on n'a pas une décroissance vraiment de ce type-là auquel on peut être habitué, mais une cassure de la pente. Donc alors je reviens, donc après avoir utilisé une bonne procédure de lissage, on a enlevé le maximum de bruit, les points aberrants, on va déterminer donc le potentiel plasma et flottant en faisant la dérivée première, donc on pourra prendre le maximum de la dérivée première pour obtenir le VP, et ainsi on va pouvoir mettre entre guillemets à zéro le VP. Pourquoi? Eh bien parce que les courbes théoriques de la framboise, OML, ABR, en fait, font référence à un potentiel. Et quel est le potentiel de référence pour les mesures de sonde? C'est le potentiel du plasma. Parce que je vous rappelle qu'il peut être absolument arbitrairement soit positif, soit négatif. Ça dépend vraiment de l'environnement électrique du réacteur plasma. Bien souvent, le réacteur plasma est à la masse et le plasma, pour se prémunir des pertes en électrons, va ajuster son potentiel. C'est-à-dire qu'il sera bien généralement supérieur à zéro. Mais si on est capable d'isoler complètement le réacteur plasma et à changer son potentiel, on peut très bien faire glisser le potentiel plasma et flottant. On ne change pas le fonctionnement du plasma, on glisse juste la référence. Donc on peut très bien avoir des potentiels plasma négatifs ou positifs. Généralement, c'est toujours supérieur à 0. Donc on va le recaler à 0 pour pouvoir utiliser cette référence, pour utiliser les courbes de sonde dont je vous ai parlé, ABR, la framboise ou OML. Et ainsi, on peut, comme je vous l'ai indiqué, faire en faisant juste une hypothèse sur la température, AVP, en connaissant le courant collecté au potentiel plasma AVP, on peut estimer avec une assez bonne précision la densité du plasma. Et ainsi, on a déjà une valeur pour laquelle on peut commencer les recherches d'ajustement de la courbe expérimentale avec la courbe théorique. Donc ça, c'était la recherche, donc le maximum de la courbe de sonde, la dérivée première de la courbe de sonde définit le potentiel du plasma. Et ainsi, ben voilà, on peut commencer à faire des ajustements. Alors, l'ajustement va permettre de faire quoi? Ici, je vais ajuster une courbe théorique rouge sur la courbe expérimentale. Et ainsi, si je fais la soustraction, je vais pouvoir ici avoir en courbe en noir uniquement la contribution des électrons. C'est ce que je vous parlais au début. Toute la science de l'analyse des courbes de sonde est de pouvoir séparer correctement, avec rigueur, les contributions des électrons et des ions sur une courbe de sonde qui, elle, ne fait pas le distinguo entre les espèces positives et négatives. Donc ici, j'ai superposé une courbe théorique de collection des ions par la théorie OML, qui donne un assez bon ajustement. On peut avoir recours aussi à un ajustement par une droite, tout simplement. Donc là, le choix dépend vraiment des conditions de mesure, tant de pression, de puissance. Donc là, on ne peut pas dire a priori quel sera le bon ajustement. On peut juste avoir des critères en disant qu'on est à forte densité et les pressions quelques millitors, certainement la framboise fonctionnera. Mais là, ça dépend vraiment des conditions de mesure. Donc ici, une fois qu'on a fait ça, on a donc une bonne description, alors ici, du courant purement électronique et du courant ionique. Et si l'on trace maintenant, alors ici en bleu, c'est la courbe complète, sans avoir extrait le courant, la contribution des ions positifs. En rouge, c'est uniquement le courant d'électrons, une fois qu'on a soustrait le courant ionique. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Donc c'est une représentation de la courbe de sonde. Le VP est à 0, ici. Du potentiel, on a le potentiel appliqué à la sonde. Et ici, on a le courant collecté, mais en semi-log. Quel est l'intérêt d'avoir une représentation en semi-log? Eh bien, c'est, comme je vous ai parlé tout à l'heure, une des principales hypothèses est une distribution pour les électrons de Maxwell-Boltzmann. Eh bien, si en semi-log, on a, comme par hasard, des droites, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on a une population qui est de type Maxwell-Boltzmann avec une température ici de 3,5 eV et une deuxième population qui est elle aussi de Maxwell-Boltzmann avec une température plus élevée. Donc vous voyez, ça permet de quoi? Ça permet de justifier l'hypothèse excessivement importante, primordiale, que la distribution est bien de Maxwell-Boltzmann. Et donc on peut utiliser soit OML, ABR pour analyser la courbe de sonde une fois qu'on a ici soustrait. Vous voyez que c'est excessivement important parce que ici, dans cette courbe en bleu, j'étais bien incapable de me dire, eh bien, j'avais deux populations d'électrons.
Ici, si j'avais fait l'analyse sur cette courbe de sonde, je n'aurais utilisé que cette courbe, puisque cette partie de la courbe, en disant ok, je suis maxwellien, mais j'étais incapable de différencier, de trouver que dans la courbe de sonde, j'avais deux populations d'électrons distinctes. Donc maintenant, eh bien, vous voyez, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut, en fonction des ajustements, ici dans ce cas-là, je vous représente un cas où on a ce fameux changement de pente avec deux contributions des électrons. Ici, la contribution des électrons froids en bleu et les électrons rouges bien plus chauds, qui, vous voyez, ici font glisser le potentiel du plasma, pardon, le potentiel flottant, vers des valeurs bien négatives. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, bien souvent, on est frustré parce qu'on a ce phénomène de glissement et on est incapable d'attribuer à ce glissement une température et une densité. Donc voilà, ça c'est les ajustements. Donc ici, un ajustement dans un cas où on est bien plus froid, une seule population. Alors attention, l'ajustement se fait jamais avec des courbes de sonde simples, depuis les potentiels positifs jusqu'aux négatifs. On est obligé, avec ce type de courbe de sonde, de faire des ajustements fractionnés. Une partie ici exponentielle et saturation ionique, et une autre partie saturation électronique. Sachant qu'au niveau de VP, on commet excessivement d'erreurs pour l'ajustement de la partie électronique. Vous voyez ici, quand on ajuste bien, ici encore au niveau de VP, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais ici, partie exponentielle et saturation ionique, on a un très bon accord entre la courbe expérimentale et théorique. Là, c'est si jamais on est amené à amener, comme je vous ai dit, sa référence, eh bien on a utilisé ce type de sonde double symétrique. Donc dans ce cas-là, on a moins d'informations, puisqu'on a juste une information sur la densité des ions, plus les électrons, et uniquement sur la partie chaude des électrons. Et vous voyez, la courbe de sonde est totalement différente. Alors, aussi un avantage de ce type de mesure, c'est qu'on peut faire une analyse globale, un ajustement global depuis les potentiels positifs jusqu'aux potentiels négatifs. Alors bien sûr, comme je vous l'ai montré, il y a moins d'informations, mais ça peut être aussi un moyen, lorsqu'on n'a pas de référence, par exemple si on veut faire des mesures de sonde dans un tube de quartz, il est essentiel d'utiliser ce type de sonde double symétrique. Maintenant, on peut aussi avoir recours à une contre-sonde. Alors la contre-sonde, ça permet de se prémunir des références du réacteur qui peut être pollué, mais dans ce cas-là, elle peut aussi être perturbatrice. Et éventuellement, on peut même avoir recours à des systèmes de sonde triple. Vous voyez, encore une fois, le panel est très très large. Et dans ce cas-là, dans le cas d'utilisation d'une contre-électrode, on obtient ce type de courbe de sonde très similaire ou quasiment identique à une courbe de sonde dite simple. Alors maintenant, il est aussi possible ça on l'utilise bien moins et je voulais souligner ça, il est possible de quasiment trouver la fonction d'appareil. Alors d'habitude on a la fonction d'appareil pour un spectro-optique, mais on est capable en utilisant un système simple avec une diode et une résistance de switcher entre le plasma et ce type cette branche pour pouvoir prendre en compte la réponse du système de mesure. Maintenant, voilà, connaissant les moyens de mesure, on va évoquer rapidement comment on obtient de façon expérimentale la fonction de distribution en énergie des électrons. Donc là, deux cas se présentent. Le premier cas, peut-être le moins connu, mais plus facile à traiter, c'est lorsqu'on est dans une distribution anisotrope. Donc ça peut être le cas, par exemple, d'un champ magnétique. Ou lorsqu'on a contraint avec un faisceau, par exemple, pour les analyseurs en énergie avec des grilles, eh bien, on va avoir recours à ce type de formulation qui va donner quoi? Alors ici, on retrouve le courant collecté, IE, en fonction de la charge élémentaire, de la surface de sonde, et on intègre la fonction de distribution qui est ici. Et en fait, la différenciation de cette équation permet d'obtenir la valeur de une expression de la fonction de distribution en fonction de la dérivée du courant électronique, on l'a séparé du courant ionique, en fonction du potentiel appliqué à la sonde. Et on trouve ici donc une expression de la fonction de distribution en énergie d'électrons qui est liée à la dérivée première. Ça, c'est dans tous les cas lorsqu'on a un plasma anisotrope. Dans le cas d'un plasma isotrope, eh bien là, on a la fameuse relation de Dürvestein qui donne un lien entre la fonction de distribution en énergie des électrons
et la dérivée seconde cette fois. Donc là, vous voyez, le problème est le suivant, c'est qu'on a un bon moyen de trouver cette fameuse fonction de distribution en énergie des électrons, je vais y arriver, mais il faut faire la dérivée seconde. Et la dérivée seconde, si jamais on a du bruit, c'est compliqué. Donc vous voyez, les sondes, ça a excessivement d'avantages, mais il faut aussi être capable de filtrer le bruit et le faire de façon correcte sans écraser la courbe de sonde avec des filtres trop excessifs qui vont amener à faire une erreur, commettre une erreur sur la densité. Mais vous voyez, c'est ça. Comment obtenir la fonction de distribution en énergie des électrons? Dans le cas anisotrope, c'est la dérivée première. Dans le cas d'un plasma isotrope, c'est la dérivée seconde. Donc après, voilà, ces gens-là ont travaillé sur les filtres. Alors, ça marche assez bien parce que vous voyez, à partir d'une courbe de sonde théorique ainsi bruitée, on est capable de limiter énormément avec ce type de filtre, avec des fenêtrages du type gaussien, de Kaiser ou flat top, j'en passe, c'est les meilleurs. On diminue excessivement le bruit. Et vous voyez ici, ça c'est l'exemple de la courbe initiale. Après, alors la dérivation se fait comment? Bien souvent par la méthode de Savitzky-Golay. Alors, la méthode de Savitzky-Golay, c'est simplement, on ajuste de façon locale un polynôme du second degré ou d'ordre supérieur. Et ainsi, voilà, on peut obtenir, d'après un signal comme ça, ça a été défini pour faire des filtres pour les mesures médicales où il fallait absolument ne pas écraser les pics. Donc vous voyez ici, par fenêtrage, on a une réduction des pics, l'intensité des pics, alors que par Savitzky-Golay, on évite ces problèmes de diminution. Donc c'est vraiment intéressant. Aussi, il y a les filtres différentiels qui peuvent être très utiles pour passer de cette courbe bruitée, très excessivement bruitée, à cette dérivée seconde bien moins bruitée, mais on se heurte à des problèmes de normalisation du filtre. Donc vous voyez, il y a large travail à faire aussi pour les filtres pour arriver à obtenir la fonction de distribution en énergie d'électrons à partir de la dérivée seconde, dans le cas d'un plasma isotrope. Donc là, voilà, donc on a un résumé de ce qui se passe pour de trouver cette fonction de distribution. Donc les plasmas isotropes, on utilise une sonde convexe et c'est proportionnel à la dérivée seconde. La sonde plane à la dérivée première, puisque là, même si le plasma est isotrope, on a une collection que sur un seul axe. Et après, dans les plasmas anisotropes, on a recours soit aux sondes sphériques, soit aux sondes planes, ou alors aux analyseurs à champ retardateur, RPA. La sonde cylindrique, elle, ne fonctionne pas. Et ainsi, donc, une fois qu'on a la fonction de distribution en énergie des électrons, avec soit la dérivée première, soit la dérivée seconde, on est capable, et ce, sans faire d'hypothèse sur sa forme, on obtient, en faisant simplement l'intégrale de cette fonction de distribution en énergie des électrons, la densité. Et on a la température effective, qui est en fait la moyenne de l'énergie de la distribution, qui est reliée avec cette définition classique là, de l'énergie connaissant la distribution, l'énergie moyenne de la variable epsilon. On obtient facilement la température. Encore une fois, on n'a fait aucune hypothèse dans ce cas-là sur la forme de la fonction de distribution. Ce qui est super intéressant, par exemple, si on veut calculer les coefficients d'excitation pour les phénomènes optiques. Et vous voyez, la fonction de distribution peut être tout sauf maxwellien. Par exemple, dans ce cas-là, on a ici une partie et une deuxième partie. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut faire en fait des déconvolutions et on peut être capable de trouver, quelle que soit la forme de la fonction de distribution dans cette partie froide et ici chaude, on est capable d'obtenir, avec cette méthode, en utilisant la fonction de distribution d'énergie d'électrons, la température de cette population, ou non maxwellienne, la température et la densité, et la même chose pour cette partie chaude. Et vous voyez ici, ça j'aime beaucoup, donc c'est ce qui a été fait par Gérard Royon il y a déjà quelques temps, mais une magnifique courbe de sonde qui a permis mesure de sonde qui a permis d'obtenir cette fonction de distribution d'énergie. Et en plus, on peut faire de la chimie et savoir quels sont les mécanismes qui ont lieu dans le plasma en étant capable d'obtenir cette fonction de distribution. Et ici, on peut s'amuser à déconvoluer pour trouver la répartition de ces différentes espèces, de ces différentes populations. Alors, une autre méthode, un peu moins utilisée puisqu'on développe maintenant beaucoup des filtres numériques, mais c'était une méthode analogique pour obtenir la fonction de distribution en injectant un signal sinusoïde sur la sonde et la dérivée seconde est proportionnelle
au deuxième harmonique. Donc c'est la méthode analogique. Maintenant, comment fait-on des bonnes mesures en plasma radiofréquence? Alors je vous rappelle, en plasma radiofréquence, on est contraint, voilà. Ici, ça c'est dans le cas où tout se passe bien, on a le VP qui ne bouge pas et on applique un potentiel de sonde, donc dans le temps, entre une valeur négative jusqu'à une valeur positive. Ou inversement, il est d'ailleurs mieux de faire dans l'autre sens, puisque comme ça on a une sonde qui est nettoyée jusqu'au potentiel négatif, où on collecte les ions et qui ne contribue pas à donner suffisamment de courant pour élever la température du filament, dans le cas d'une sonde cylindrique. Or, qu'est-ce qui se passe dans le plasma radiofréquence? Eh bien, on a une oscillation du potentiel plasma. Pourquoi? Eh bien, parce que, justement, c'est ce que j'avais évoqué au tout début de la présentation, c'est que la surface de l'électrode sur laquelle on amène la puissance RF va être grande taille, et du coup, elle va perturber le plasma. Et lorsqu'elle est très positive par rapport à VP, le VP va s'auto-ajuster pour être toujours supérieur au potentiel de cette électrode sur laquelle on amène l'énergie, la puissance RF. Et du coup, on a des oscillations de VP. Et du coup, dans ce cas-là, eh ben, on va avoir, en fonction du temps, alors ce type de mesure de sonde obtenue, qui n'est plus du tout concrètement ce qui est une variation dans le temps. En fait, on est incapable, si on n'a pas compensé, comme je vais vous le montrer, la mesure de sonde avant de faire la mesure, on est incapable, une fois qu'on a fait une mauvaise mesure, d'en tirer la bonne mesure, entre guillemets. Pourquoi? Parce que voilà, en fait, ça c'est ce qui se passe dans le temps, le potentiel du plasma change. Donc en fait, c'est la courbe de sonde, elle, le plasma ne bouge pas, sa densité, sa température ne bouge pas, ou très peu, mais c'est le potentiel qui glisse de façon, je vais arriver, voilà, de façon horizontale comme ça. Et en fait, à ce temps, j'ai le potentiel plasma qui est ici, à un temps suffisant ici, et ainsi de suite. Or, si on fait une moyenne dans le temps, on va avoir la courbe verte qui n'a absolument rien à voir avec la vraie valeur de ce que l'on pourrait mesurer si on avait compensé ces variations temporelles du potentiel plasma. Alors, comment faire ça? Eh bien, c'est relativement facile. Eh bien, il suffit de superposer les mêmes variations entre, ça c'est les variations du potentiel plasma, et les variations du potentiel de la sonde. Et ça, ça devient équivalent à ce qu'on avait avant en plasma DC. Donc ces jolis schémas sont l'œuvre de Jérôme Pulpitel pour un atelier sonde assez ancien auquel je l'avais confié. Voilà, je tenais à le remercier. Donc vous voyez comment expliquer qu'il faille compenser la mesure de sonde en plasma RF, parce qu'on est tributaire de ces variations temporelles du potentiel plasma. Alors comment le faire concrètement? Eh bien, deux méthodes, soit une compensation active, dite active, en réinjectant une partie de ce qui est obtenu, de ce qui est lié au générateur RF placé ici. Donc ici, on a un couplage ici entre ce qui est amené à la puissance RF à l'électrode et ce qui est amené à la sonde, ou alors une compensation passive qui est bien plus facile à faire et qui marche très bien. C'est ce qui est commercialement utilisé par Scientific Systems ou Eden et qui consiste à faire quoi? En fait, à réaliser un couplage capacitif entre l'extrémité de la sonde et le plasma. Ça, c'est facile. Comment réaliser un couplage capacitif? Eh bien, il suffit de mettre un anneau de garde qui entoure la céramique et ainsi on a le fil de sonde, la céramique. Donc, je peux faire un petit dessin ici. Le fil de sonde, la céramique qui est autour. Donc ici, bien sûr, la longueur est bien plus grande. Et on place un anneau métallique ici. Donc ici, on a, ici, ça c'est métallique. Ça c'est métallique. Ça c'est diélectrique. Et du coup, ça correspond à quoi? À une kappa. Et du coup, en ajustant correctement la longueur et le diamètre de ces parties-là, on a facilement ce couplage capacitif entre l'extrémité de la sonde, je vais y arriver, voilà, l'extrémité de la sonde et le plasma, ce qui permet de faire la compensation dite passive. Et ainsi, on a un suivi par le potentiel de la sonde des fluctuations temporelles de VP. Et ainsi, on fait une mesure de sonde comme si on était en plasma continu, et ensuite l'analyse a posteriori est vraiment la même que celle que je viens de vous montrer
soit par une théorie OML, orbitale, radiale, ou en faisant la dérivée seconde pour obtenir la fonction de distribution en énergie des électrons. Donc voilà, ça c'était les mesures RF. Maintenant en photodétachement, comment fait-on? On utilise un laser. Alors le laser, lui, il va arracher les électrons qui sont accrochés par exemple à l'atome d'hydrogène, et ces électrons supplémentaires photodétachés vont être recueillis par la sonde électrostatique qui est courbée. On fait bien sûr correspondre le faisceau laser à l'extrémité la plus longue de la courbe de la sonde, et ainsi on va obtenir ce type de signal qui est aussi représenté là et qui permet de donner les valeurs de la densité d'ions négatifs dans le plasma. Et en juxtaposant, enfin en faisant un décalage temporel de 2 flashs laser, on est capable même de remonter à la température des ions négatifs. Maintenant, un mot de qu'est-ce qui se passe quand on a un plasma pulsé. Alors là, c'est un plasma qui, dans le temps, a des sursauts. Donc ces sursauts peuvent être arbitraires, c'est-à-dire sans être avec une fréquence donnée dans le temps. Ils peuvent être absolument arbitraires, à arriver avec des occurrences sans qu'il y ait de rapport entre elles. Sauf que l'hypothèse essentielle de ce type de plasma est que même si ces états plasma arrivent sans être avec une fréquence donnée, de façon aléatoire, voilà, eh bien ils sont tous identiques. Et dans ce cas-là, on peut avoir recours à ce type de mesure. Alors, il faut pour ça avoir un système de déclenchement. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va polariser l'extrémité de la sonde à un potentiel et attendre le déclenchement. Et ensuite faire une acquisition dans une fenêtre de temps fixée. Ensuite, passer à un autre potentiel de sonde. Attendre ce nouveau déclenchement. Refaire la même acquisition dans la même fenêtre de temps, et ainsi de suite. Et ensuite, après, on va faire une reconstruction, qu'on dit reconstruction temporelle. C'est vraiment ce qu'on appelle aussi le mode boxcar. Et ainsi, chaque point ici de chaque palier correspond au même état plasma. Et ainsi, en fait, on va avoir une reconstruction en fonction du temps de tous les états plasma depuis ce temps ici jusqu'à l'extrémité de ce petit delta. Et ainsi, si on a une fréquence d'acquisition rapide, eh bien on va pouvoir faire de façon simple, juste avec un oscillo et une alimentation continue, puisque les paliers sont absolument continus. On attend juste le déclenchement ici par un TTL. Alors ici, vous voyez, ici j'ai représenté dans le temps des états plasma qu'il est facile d'utiliser comme TTL. Ici, on utilisait pour synchroniser toutes nos mesures. Dès que l'intensité, par exemple, d'un PM dépassait une certaine valeur de courant. Et ainsi, à chaque fois qu'on avait ces états particuliers du plasma, on faisait une acquisition. Alors peut-être ça peut durer assez longtemps dans le temps. Toujours est-il qu'on est capable, même si ces états plasma arrivent de façon aléatoire, de reconstituer, l'hypothèse vraiment de base étant que chacun de ces états étant toujours identique, mais séparés dans le temps. Eh bien, on est capable, voilà, d'obtenir ce type de mesure. Alors ça, c'est sans la reconstruction temporelle, et ça, c'est avec la reconstruction temporelle. Et en fait, là, il est absolument illusoire d'obtenir la bonne courbe, entre guillemets, en faisant du filtrage, puisqu'en fait, on a des états, la courbe rouge, c'est une moyenne d'états qui n'ont absolument rien à voir entre eux. Il est absolument obligatoire d'être capable, initialement, de bien définir son circuit de mesure, sa méthode de mesure. Alors ici, on peut faire, vous voyez, de jolies mesures, et on obtient en fonction du temps, des mesures que j'avais fait en plasma ECR, d'hydrogène. On a vraiment ici, au début du pulse plasma, des températures électroniques très chaudes, jusqu'à 3,5 eV, et ici, dans l'état stationnaire, inférieur à 1 eV. Et ici, c'est la valeur qu'on a en fonctionnement continu. Et ainsi, on a obtenu aussi des valeurs importantes. Enfin, du moins, on décrivait l'augmentation de la densité du plasma en fonction du temps. Bien sûr, je dois absolument vous présenter aussi celle-ci, ce type de mesure qui, là, c'est non seulement des mesures de sonde à des temps successifs,
obtenu avec cette méthode de reconstruction temporelle, mais en plus dérivé pour obtenir la fonction de distribution. Vous voyez que c'est super joli, puisque en fait, en fonction du temps, ici c'était lorsque le plasma était en fonctionnement, et ici à différents temps après cette valeur de référence, on observe dans le temps les variations de la densité du plasma jusqu'à l'extinction, jusqu'à des temps après avoir éteint le plasma. Donc là, on a vraiment une évolution de toute la cinétique de la post-décharge avec ce type de reconstruction temporelle. Donc maintenant, jusqu'à quelques minutes, je vais vous décrire un ou deux exemples pour ensuite finir avec les dispositifs commerciaux et le dispositif mutualisé du réseau. Donc le premier exemple que j'aimerais vous traiter ou montrer, c'est des mesures obtenues en plasma ECR, donc à résonance cyclotronique électronique. Donc ça, c'est des plasmas micro-ondes à très basse pression, en quelques millitorrs. Donc là, en fait, vous voyez l'extrémité d'une source plasma, à l'extrémité duquel donc, les micro-ondes arrivent par ce coaxe. Et ici, on a un aimant permanent qui est encapsulé pour être refroidi, et on fonctionne, donc on a le couplage ECR autour de l'aimant dans la partie à 875 Gauss, car les micro-ondes sont à 2,45 GHz. Et pour ce type de mesure, donc on est confronté à des problèmes d'anisotropie, puisque le plasma ici est vraiment différent entre cette zone-là et là, et de champ magnétique. Donc c'était intéressant de vous montrer ce type d'exemple. Vous voyez ici, lorsqu'on fait ce type de mesure dans le plan équatorial de l'aimant, à l'extrémité de la source micro-ondes, eh bien on est confronté à deux populations d'électrons, toutes deux maxwelliennes, puisqu'en représentation semi-log, on a des droites, et avec des températures bien différentes. Donc dans ce cas-là, eh bien, il est vraiment intéressant d'utiliser la fonction de distribution en énergie des électrons pour pouvoir déconvoluer les deux populations, ou, comme c'est maxwellien, utiliser cette représentation, puisque là on est capable de le faire, les droites s'ajustant parfaitement, définissant donc la distribution comme étant maxwellienne. Ce qui n'est pas le cas ici. Vous voyez, la température, la partie chaude de la distribution étant absolument non maxwellienne. Donc là, on est obligé d'utiliser la fonction de distribution. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que lorsqu'on se promène ici sur le plan équatorial, donc ça c'est l'arrivée des micro-ondes par ici, on reconnaît l'aimant ici, ça c'est la ligne de 875 Gauss, ça c'est les lignes de champ magnétique. On a deux types de fonctionnement. Et donc, ce que j'ai fait pour être capable de mettre en évidence une anisotropie dans le plan équatorial de l'aimant, j'ai utilisé une sonde de Langmuir avec deux orientations différentes. Une orientation comme ça, une orientation verticale, horizontale et verticale. Et ainsi, eh bien, si j'ai une vitesse de dérive dans ce sens-là, sans parler du champ magnétique, une vitesse de dérive de haut en bas des électrons, eh bien, dans ce cas-là, je vais collecter bien plus de courant lorsque la sonde est horizontale que verticale. Et c'est ce qui est effectivement le cas. Ici, on était dans la zone, dans la courbe. La courbe bleue représente la mesure lorsque j'étais verticale. En fait, j'ai analysé quoi? Que le plasma environnant. Et ici, la courbe en rouge correspond à la configuration horizontale qui, en fait, est affectée par la vitesse de dérive des électrons. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que ça a été... Ici, on a pu mettre en évidence ici en ajustant avec des théories correctes. Ici, si on ajuste deux distributions maxwelliennes, c'est-à-dire des droites en représentation semi-log sur une distribution qui est de cette allure-là, ça ne fonctionne pas du tout. En revanche, en prenant en compte cette vitesse de dérive, alors là, j'ai pris en compte pour cet ajustement. Donc là, on ajuste très bien. Donc la courbe en bleu, c'est une distribution maxwellienne pour les électrons froids. Et pour les électrons chauds, j'ai pris en compte une théorie qui tient compte de la vitesse de dérive lorsque l'on mesure un faisceau d'électrons par une sonde cylindrique. Et vous voyez qu'on a un superbe ajustement entre 0 et moins 60 volts. Donc là, ça correspondait vraiment à ce type de mesure. On a ainsi pu définir qu'on avait bien une vitesse de dérive parce qu'on mesurait avec une sonde cylindrique des électrons qui dérivaient entre le pôle sud et le pôle nord de notre aimant. Et ça a été confirmé, c'est aussi pour ça que je vous représente ça, par des mesures de spectroscopie d'émission. Juste en regardant les raies d'émission, dans ce cas-là, en fait, on a
des électrons qui sont chauds proches de l'aimant, puisqu'en fait, en fonction de l'arrêt regardé, observé, eh bien, on était sûr que le seuil d'excitation était très haut. Hein. Pour l'arrêt 460,9 nanomètres, le seuil d'excitation est à 37 eV. Donc on était sûr qu'on avait des électrons très chauds. Et lorsqu'on est dans la... Oups, voilà. J'ai eu un petit souci avec mon logiciel PowerPoint. Donc, juste le temps de recharger. Je continue, comme je connais bien l'exemple. Donc il est aussi très important d'être capable d'utiliser des diagnostics différents des sondes de Langmuir pour confirmer les mesures de sonde. Par exemple ici, on a pu confirmer la valeur importante de la température des électrons en faisant de la spectroscopie d'émission. Alors la spectrométrie d'émission, en observant la bonne raie, permet de dire qu'à cet endroit, alors là comme c'était une géométrie cylindrique, en faisant la reconstruction, l'inversion d'Abel, on a pu avoir des valeurs d'émissivité, c'est-à-dire des mesures locales de lumière. Alors, où en étais-je? Voilà. Hop. Voilà, on va recommencer à partir de là plutôt que du début. Voilà, donc ces mesures ont permis de vérifier que les mesures de sonde, voilà, ici, lorsqu'on était dans des zones ici un petit peu éloignées, étaient bien cohérentes avec les mesures de spectrométrie d'émission qui donnaient à cet endroit des valeurs très importantes de la température des électrons. Et ainsi, on a pu obtenir des fonctions de distribution à différentes positions par rapport à l'aimant dans le plan équatorial. Ici, c'est lorsqu'on veut prendre en compte cette fois la valeur de la densité du champ magnétique. Les mesures que je vous ai montrées avant étaient suffisamment éloignées de la source ici pour ne pas avoir à prendre en compte cet effet du champ magnétique. Or, si on s'approche ici, les petits points noirs sont les points où on a fait les mesures. Ici, la compensation n'est pas nécessaire, mais ici, lorsqu'on se rapproche de 875 Gauss, c'est absolument essentiel. Et bien ici, vous voyez que lorsqu'on fait les mesures sans compensation d'électrons et d'ions, eh bien on voit que les ions, eux, ne sont pas magnétisés, parce qu'ils sont lourds, c'est des ions argon, eh bien ont une variation et tendent à augmenter lorsqu'on s'approche de la source. Hein. Ça correspond à la zone très lumineuse, dans ce cas-là. Donc on a bien une augmentation de la densité du plasma. Et ce n'était pas le cas lorsqu'on n'avait pas de compensation avec les électrons. Et en faisant les corrections, non pas avec celle de Rubinstein, la framboise, mais avec les coefficients de diffusion, eh bien on a pu obtenir non pas ce point-ci, non pas ce point-là, mais celui-ci. On avait bien une augmentation de la densité des électrons. Donc vous voyez, dans ce cas-là, on est capable de prendre en compte l'effet du champ magnétique avec la bonne correction, non pas celle de la framboise, mais celle utilisée avec les coefficients de diffusion. Quelques mots là, cette fois, c'était dans les plasmas micro-ondes, donc à plus haute pression. Ici, c'est ce que j'avais fait il y a bien longtemps lors de ma thèse, donc à 1 torr. Vous voyez, c'est pour vous montrer des ajustements. Donc là, la mesure, c'est les petits points jaunes. Et ici, j'avais ajusté 3 théories, OML, la framboise et ABR. Et pour ces conditions à 1 torr, dans la partie de saturation ionique, c'était la théorie ABR qui fonctionnait le mieux. Ce qui n'est pas forcément étonnant, puisque ABR tient compte seulement d'un mouvement radial des particules, non pas orbital. Et lorsqu'on diminue en pression, ici vous voyez, non pas à 1 torr, mais à 50 millitorrs, eh bien c'est plutôt la théorie OML bleue qui fonctionne bien. Violette là. La bleue, la framboise étant moins adaptée. Donc là, en fait, les densités que je donne ici sont liées à celles issues de la théorie qui s'ajuste le mieux sur la partie de saturation ionique. Ici, c'est pour la partie de la saturation électronique, donc on a un très bon ajustement de la théorie OML sur cette saturation électronique. Maintenant, les plasmas isotropes, vraiment en quelques mots avant de passer aux
au système de mesure. Là, c'est pour un faisceau d'électrons. Vous voyez que ce dont je vous avais parlé est vraiment une marche. Donc, on a là encore des théories qui s'adaptent bien. Et on peut vraiment déconvoluer la partie électronique. Donc, ici, on a VP jusqu'à moins 100 volts. On a vraiment un faisceau. Et si on fait la dérivée première, on a même les fonctions de distribution. Donc, ici, on a vraiment la partie de contribution du faisceau à un plasma ici froid. Donc ça, c'est des plasmas un peu plus complexes, continus, discontinus, mais bien moins intéressants. Passons maintenant, pour finir, aux dispositifs commerciaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut obtenir dans le commerce? Alors, soit Scientific System. Alors, le problème est que le nombre de points de mesure est très limité. Maintenant, ce que vous avez à disposition, Scientific System n'étant plus disponible, c'est soit chez Eaton, soit c'est Impedance. Et Impedance, je n'ai pas eu le temps ni l'occasion de les tester, mais semble-t-il, ont une offre assez intéressante en termes de système de sonde. Il faut quand même savoir que c'est relativement onéreux, puisque le système de sonde est quasiment à entre 16 et 20 kg. Alors l'alternative, eh bien, c'est ce qu'on propose via le réseau plasma froid, à savoir le système Quedo, qui veut dire sonde en vietnamien, qui permet d'obtenir jusqu'à 1000 points de mesure avec un courant maximum de 2 ampères. On l'a estimé à ce prix-là, mais étant membre du réseau plasma froid, vous pouvez en bénéficier. Et vous voyez, ça c'est par exemple l'interface de ce système-là de mesure. Alors ici, vous reconnaissez la courbe de sonde, la dérivée première et la dérivée seconde. Donc tout est paramétrable, du moins le panneau, vous pouvez afficher absolument ce que vous voulez ici par ces choix ici. On a un pré-traitement qui permet de trouver la température dans cette zone-là, le potentiel plasma, le potentiel flottant. Alors je vous invite toujours à faire attention au traitement, que ce soit Scientific System ou si les pré-traitements, et toujours plutôt traiter à tête froide, à tête reposée, les courbes de sonde. Vous pouvez ici ajuster donc jusqu'à 1000, je ne sais plus où est-ce qu'on ajuste ça, là, c'est la fréquence d'échantillonnage. Et voilà, ça c'est les deux panneaux en zoom. Donc ici, vous pouvez mettre les commentaires, utiliser différents types de moyen-âge, avoir des mesures avec des variations dynamiques choisies par le système, des résistances de mesure successives, ou bien utiliser une seule résistance, ça c'est très important. Des fois, les changements de résistance peuvent occasionner des problèmes dans les mesures. Et ici, c'est tout ce qui est affichage qui est facilement paramétrable. Voilà, ça c'est un synoptique du système que l'on a mis en place ou conçu avec l'aide du service électronique et informatique du LPSC. Et vous voyez, ça c'est, pour finir, une mesure qu'on a obtenue avec notre système mutualisé, Quedo. Et ça c'est avec Scientific System. Ça c'était dû à un problème de changement de calibre de mesure qui donne lieu à un saut absolument sans aucun rapport avec ce qui se passe dans le plasma et qu'on a attribué malencontreusement à une présence d'ions négatifs. Donc ça nous a généré beaucoup de problèmes d'analyse de sonde, d'interprétation, alors qu'en fait le système aurait dû être, la mesure aurait dû être comme celle-ci, la bleue, sans ce saut absolument arbitraire. Voilà, donc ça c'est quelques références. Bien sûr, c'est absolument illisible, mais c'est pour vous dire que voilà, c'est un exemple de tout ce qui peut se faire. Et dans le premier transparent, il y avait plus de 10 000 publications, donc n'hésitez pas à consulter la bibliographie. Donc, merci pour votre attention, j'étais un petit peu long. Hein. Maintenant, nous avons encore quelques instants jusqu'à 16h30 pour des discussions. Donc, je vais passer à l'autre écran pour voir si vous avez des questions déjà sur cette adresse qui était dédiée pour les commentaires, questions au sujet de ce type de mesure de sonde dans les plasmas. Je n'ai pas pu aborder ce qui était ici indiqué en annexe. Donc si vous voulez évoquer, je vais essayer de le retrouver rapidement, soit les analyseurs d'énergie. Hop, voilà. Ici, les analyseurs en énergie à grille, les sondes E-X-B. Alors la spectroscopie d'émission, je l'ai mis comme diagnostic complémentaire, soit l'interférométrie micro-ondes, les sondes émissives ou capacitives, ça c'est dans les plasmas de dépôt. Et éventuellement, j'ai quelques infos sur les AirPin probes. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je tiens à remercier M. Rolandi du GRICAD pour son aide et pour
la capture vidéo de cette présentation. Et maintenant, je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Donc, je vais changer d'écran. Oups. Bon, bah, merci à celui qui, qui m'a dit que c'était un exposé clair et didactique. Et maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, alors en direct. Ok. Donc, alors, à propos de la pression, donc on peut revenir ici. Alors, je ne vais pas revenir tout à fait au début. Est-ce que je peux? Voilà, je vais revenir ici. Hop. Si je vais aller là. Alors, euh, où est test? Après. Ah, c'était avant. Désolé. Alors, là, on est à 46. C'était avant. Voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc là, alors, il n'y a pas pas de limite. Là, on s'était limité à 10 tors. Alors, en utilisant comme référence donc l'auto-interférométrie. Donc là, on était sûr et certain de ces valeurs de densité. Alors, pourquoi utiliser autre chose que l'auto-interférométrie finalement, puisque ça fonctionne bien? Ben, c'est parce que les sondes donnent en plus de l'interférométrie, elles ne donnent que la densité, on avait aussi accès à la température. Et donc, comme limite, peut-on dire 10 torts, pourquoi pas, sachant qu'en fait, toutes ces théories sont très, on va dire, très empiriques. Ce qu'il est, ce qu'il est possible d'utiliser aussi pour augmenter la, les, la pression jusqu'à laquelle on peut faire des mesures et d'utiliser non pas des sondes simples, mais des sondes doubles symétriques. Donc les sondes doubles symétriques, alors je vais essayer d'y aller rapidement. Alors, c'est les courbes qui sont, c'est les sondes qui sont comme ça. Il faut que j'aille plus vite. Voilà, c'est comme ça. Alors, ça, c'est indiqué comme étant utilisable jusqu'à plus haute pression, c'est-à-dire au-delà de 10 torts. Simplement, ce type de mesure, alors même jusqu'à dans des flammes, certaines publications en attestent, montrent qu'il est possible d'utiliser ce type de mesure de sonde, donc sonde symétrique double. Donc, c'est deux conducteurs qui sont polarisés alternativement, négativement et positivement. Et on obtient ce type de courbe. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de référence, mais le problème, c'est qu'on a accès juste aux ions positifs et à la valeur de température de la composante chaude de la fonction de distribution des électrons. Donc ça peut être une solution, mais encore une fois, les mesures à haute pression, c'est-à-dire au-delà on va dire, de quelques torts, ça devient compliqué, puisqu'en fait, on a vraiment des collisions dans la gaine, et les théories. Alors, je crois que c'est celle-ci, là, présentée par ces équations.
tiennent compte des collisions dans la gaine. Voilà, ça tient compte des collisions de la gaine, mais c'est quand même assez empirique, hein, parce qu'il y a des valeurs ici de constantes qui sont un peu données vraiment de façon voilà, vraiment empirique. Donc attention, jusqu'à quelques torts, on va dire que tout va bien. Au-delà, pensez à utiliser autre chose, comme par exemple l'interférométrie micro-ondes qui fonctionne très bien. Alors, je vais changer de nouveau de mon écran. Si vous avez d'autres questions. Alors, pour les régimes pulsés, bien sûr. Voilà, donc alors, on a l'hypothèse suivante. On a, je sais pas, comme par exemple des bouffées de plasma qui apparaissent de façon aléatoire, ou avec une fréquence fixe, peu importe. Donc ça, on peut dire, voilà, ça, c'était de façon aléatoire. On a tout d'un coup un pic. Alors ça, c'était un pic, c'était aussi bien obtenu par un photomultiplicateur, c'est-à-dire la lumière qui devenait plus intense, mais aussi lié à une densité du plasma plus importante dans le temps. Ou alors quelque chose de très avec une fréquence bien déterminée, ici c'est 30 kHz, qui se répétait dans le temps. Donc alors l'hypothèse, c'est que quel que soit cet événement on va dire aléatoire, soit cet événement calé en fréquence, à chaque pic, à chaque événement important, c'est toujours le même plasma qui se reproduit. Donc voilà, ça c'est la première hypothèse. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme pour la chasse sous-marine, la méthode du guet. On place la sonde à un potentiel et on attend que cet événement apparaisse. Alors comment on l'attend? Eh bien on met une alors je dis une sonde, mais c'est pas une sonde électrostatique, c'est une méthode de mesure, une méthode de détection de cet événement. Donc si cet événement est détecté, alors je déclenche l'acquisition. Et c'est quoi l'acquisition? Eh bien donc la sonde elle est placée à un potentiel fixe et on va faire l'acquisition de quoi? Du courant dans le temps. Donc l'acquisition, voilà, on est à un potentiel fixé et on fait l'acquisition de quoi? Du courant dans le temps. Et donc si on a des variations à un potentiel, donc en fait, on va avoir un seul point de la courbe de sonde à ce potentiel-là. Après, il faut augmenter le potentiel, donc j'augmente ici. Donc là, la valeur de la marche, eh bien, elle est fixée, ça dépend de ce que vous voulez avoir comme raffinement en tension. Si vous voulez avoir des points tous les 10 volts, eh bien, vous faites ici une augmentation à chaque fois de 10 volts. Évidemment, vous allez perdre en précision dans la courbe de sonde, ou vous pouvez raffiner jusqu'à un dixième de volt. Peu importe. En tout cas, c'est à chaque fois la même méthode. Il faut se fixer un potentiel, donc entre la valeur minimum de votre courbe de sonde et la valeur maximale de votre courbe de sonde, attendre que l'événement que vous voulez observer apparaisse, et une fois qu'il apparaît, on déclenche l'acquisition. Alors ici, le temps, le delta, eh ben, il est fixé par exemple ici dans ce cas-là, dans le cas d'un phénomène alternatif à 30 kHz, ce n'est pas la peine de déborder jusqu'à l'alternance suivante. Donc on se limite à quelques microsecondes. En revanche ici, comme le phénomène il est amorti, eh ben, on peut s'amuser à aller un petit peu plus loin. Simplement ici, ce qu'il faut faire, c'est pour définir cette fenêtre temporelle, il faut faire quelques moyennages. Et sur ces moyennages, on voit facilement qu'ici, ça devient flou, c'est-à-dire que ce n'est pas répétitif dans le temps, le moyen-âge. Et du coup, on va fixer la fenêtre temporelle entre ce point-là, dans le temps, mettons à 0, voilà, et aller jusqu'à 100 microsecondes. Donc bien sûr, si vous avez une fréquence d'acquisition qui permet de discriminer la microseconde, eh ben, vous allez avoir ici 100 courbes de sonde. Donc la première à T0, la première à 1 microseconde, c'est-à-dire pour cet événement correspondant à cette valeur ici du courant. Alors ça peut être un courant de PM ou je ne sais pas quoi. Et ici, comme ça, vous allez pouvoir décrire tout ce temps. Et à chaque fois, vous avez une courbe de sonde totale.
que vous pouvez traiter de la façon dont vous voulez, soit donc en filtrant, en prenant en compte un champ magnétique ou pas. Enfin, chaque courbe est vraiment indépendante l'une de l'autre, mais obtenue à des temps différents qui dépendent de la fréquence d'acquisition de votre système. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Maël. Alors, je change encore d'écran. Bien, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. T'as pas parlé du fait que la sonde pouvait être mobile? Oui. Alors, dans ce cas-là, quel est l'intérêt d'avoir une sonde mobile? Alors, on peut reprendre. Alors, c'est par exemple, mettons dans ce cas-là. Alors, l'intérêt de la sonde mobile, eh ben, c'est quoi? C'est que, bien sûr, on va décrire des parties, des zones différentes dans le plasma. Donc, ça peut être intéressant pour savoir pourquoi le dépôt qu'on fait est homogène ou pas homogène. Est-ce qu'il y a un pic de potentiel que l'on ne comprend pas, mais qui est présent et qui amène à, je sais pas moi, un dépôt différent? Ça peut être aussi intéressant dans ce cas-là. Donc, ça, c'est pour décrire mieux le plasma de façon spatiale. Et l'intérêt aussi, c'est que lorsqu'on utilise... Alors, je vais défiler comme ça. Lorsqu'on utilise une sonde double, voilà, une sonde double symétrique, c'est de pouvoir limiter le temps pendant lequel en fait, il y a du dépôt sur la sonde. Parce que ici, si j'ai un plasma de dépôt qui dépose de la silice, eh bien ici, j'emmène ma référence, puisqu'en fait, je polarise alternativement une électrode par rapport à une autre. Ici, quand celle-ci est positive, celle-ci est négative et inversement. Et l'intérêt de faire de l'aller-retour rapide, du style machine à coudre, eh bien, c'est en fait de pouvoir limiter la pollution sur la sonde. Alors après, ça, c'est pas fini dans le temps, puisque au fur et à mesure, ça va se polluer. Et après, la méthode de nettoyage par utilisation d'un potentiel élevé n'a plus cours, parce qu'en fait, comme on collecte à chaque fois que les ions positifs, eh ben, on ne tire pas assez de courant pour porter la sonde au rouge. Du coup, en fait, la seule méthode de nettoyage de la sonde, c'est le Scotch-Brite, en fait. Ou alors de tirer un peu de fil, de recouper, d'avoir une sonde neuve. Mais effectivement, c'est super intéressant d'avoir un système de sonde mobile pour pouvoir faire des mesures spatiales, notamment. Et du coup, dans le système de sonde mutualisé Quedo, c'est prévu. Alors, c'est pas encore conçu, enfin, la sortie, la contrôle, le moteur est prévu déjà dans le système. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à, on va dire, à contrôler, à manœuvrer, manipuler le dispositif mécanique avec une vis sans fin, vis à bille, pour pouvoir déplacer la sonde dans le plasma. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres questions que je n'ai pas eues. Ah, pardon, regarde ma question sur les ions. Alors, où est-elle? Ah voilà, pardon. Ok. Alors, comment discriminer le courant dû aux ions négatifs du courant électronique dans les plasmas électronégatifs? Alors, le problème de ça, c'est que... Alors, je vais revenir à une courbe de sonde, on va dire... alors, je veux donc, ion négatif, courant électronique. Ça, c'est compliqué. Alors... Ok, mettons une courbe de sonde qui a cette allure-là. Donc, alors peut-être non, pardon, je ne vais pas reprendre celle-là, je vais reprendre une très simple du début, ça sera bien mieux. Voilà. Alors,
Vraiment la courbe toute simple. Qu'est-ce qui va se passer? La contribution donc, des ions négatifs sur la courbe de sonde, ici, on a supposé qu'il n'y avait pas d'ions négatifs. On n'a que des électrons et des ions positifs. Si jamais je rajoute un petit peu d'ions négatifs, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, leur température est très, 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 très faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont tout de suite repoussés. Et du coup, en fait, ici, je n'ai pas d'influence sur cette zone-là. Alors, attention. Pour l'instant, je dis pas d'influence notable quand on en a peu. Alors peu, c'est quoi? C'est c'est 10%. Voilà. Quand je fais des mesures de sonde dans les plasmas d'hydrogène avec 10% d'ions négatifs, on n'a absolument pas d'influence sur la caractéristique de sonde. En revanche, si on commence à avoir bien plus d'ions négatifs dans le plasma, eh bien, à la limite, je pousse l'extrémité, on peut avoir des plasmas ion-ion. Par exemple, le plasma de iode, I, on peut être confronté à avoir que dans le plasma des I- et des I+. Et dans ce cas-là, eh ben, on va avoir une symétrisation de la courbe de sonde. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui fait une courbe de sonde dissymétrique, c'est que les... J'ai perdu ma souris. Ah, elle est en haut. Voilà. Ce qui fait la dissymétrie de la courbe de sonde, c'est que les électrons ici sont bien plus mobiles, donc contribuent pour le même potentiel par rapport à Vp, à un courant beaucoup plus grand que le courant d'ion positif. Ici, on est dans un plasma d'argon, disons. Or, si j'ai un plasma de iode I+, même masse I+, même masse que I-, eh ben, j'ai une courbe de sonde qui aura quelle allure? Qui aura cette allure. Je vais essayer, voilà, pardon. Qui aura cette allure. Je ne sais pas si je suis tombé sur la bonne. Qui aura cette allure là. Alors attendez, je vais y arriver. Qui aura cette allure là. Pourquoi? Parce que ici, eh bien, je vais avoir mes I- qui sont collectés. J'ai très peu d'électrons. Et ici, mes I+ qui sont collectés. Donc en fait, j'ai quelque chose d'absolument symétrique. Et c'est ce qu'on observe dans les plasmas de gravure, là, WF6, avec du SF6 par exemple, et où on a des ions fluor, des F+ et des F-. Alors, donc ça, c'était la réponse. Alors, si on a 10%, on n'a quasiment pas de perturbation, l'allure de la courbe, en plasma d'hydrogène. En fluor et en plasma de iode, ça perturbe et on arrive à avoir des symétrisations de la courbe. Maintenant, comment mesurer ces valeurs d'ions négatifs? Eh bien, photodétachement. Alors, photodétachement, je peux revenir. Alors, je vais essayer d'y arriver comme ça. Hop. Alors, pulser. Où est-il? FDE. Exemple. Peut-être là. Non, c'était après. Ah non, c'était avant. Oh, zut. Non, je vais changer de méthode. Je vais y aller comme ça. Alors, comment on utilise le photodétachement? Voilà, alors le photodétachement, alors ça marche sur les ions H-, O-, F-. Il suffit de changer la valeur ici de la longueur d'onde. Et comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, on a ici quelque chose, un système qui est capacitif. Donc, en fait, on va récupérer, donc le laser est pulsé. Le laser est pulsé, c'est un YAG à 1064 nanomètres. Le laser est pulsé et en fait, on va récupérer que la composante AC du signal. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, pourquoi on ne récupère pas la composante DC? Parce qu'en fait, la sonde, elle est polarisée à une valeur supérieure à VP, c'est-à-dire à VP plus 10 volts, par exemple. Ça, il faut le choisir en faisant des mesures initiales pour déterminer si c'est plus
si c'est 10 ou 15 ou 20 volts au-dessus de VP. Mais bon, c'est toujours au-dessus de VP. Une fois qu'on a ce potentiel, il est fixé. Donc qu'est-ce qu'il va faire? La sonde, elle va collecter les électrons et les ions négatifs. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc on est à ce niveau ici. Alors si on était en DC, on a une valeur qui est positive du courant collecté par la sonde. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la sonde va voir le faisceau laser, lorsque le faisceau laser tape au voisinage de la sonde, va photodétacher les électrons qui sont accrochés aux atomes, soit de fluor, soit d'hydrogène. Et ces électrons, eh bien, en fait, ils vont être collectés par le puits de potentiel appliqué par la sonde. Oui, parce qu'en fait, on l'a polarisé au-dessus de VP. Donc, en fait, les électrons vont voir un potentiel attractif. Et donc, ils vont être collectés par la sonde. Et cet excès de charge négative, eh bien, on va le voir avec ce pic. Et l'analyse de la hauteur de ce pic par rapport à ce qu'on avait collecté avant l'illumination de cette zone par le faisceau laser, la zone qui est collinéaire, enfin qui est proche de la sonde, là, eh bien, va nous donner la densité relative d'ions négatifs. Maintenant, il suffit de mesurer la densité d'électrons et comme ça, en fait, on a accès à la densité d'ions négatifs absolue par photodétachement laser, aussi bien pour les ions O-, F- ou H-. D'autres méthodes alternatives utilisent des sondes fines, mais c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre et il y a beaucoup d'hypothèses dessus. Voilà, écoutez, je pense que je ne sais pas si j'ai répondu complètement à ta question, Gérard. Alors, je vais voir si tel est le cas. Ok, bon, ça semble-t-il répondu. Celle-ci, là? Je sais pas, ouais. Chat. Ah, mais c'était celui-là, en fait. Bon, à bientôt, Gérard. Quelques minutes encore. Si vous avez d'autres questions. Bon, ma foi, je vois pas d'autres questions venir. Alors, pour finir, je remets la dernière. La dernière diapositive, voilà, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas pu poser votre question grâce au chat, là, n'hésitez pas à me contacter à cette adresse email et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible et le plus complètement possible. Voilà. Merci encore pour votre attention et à bientôt pour d'autres échanges scientifiques. Au revoir.